Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette émission un peu particulière, puisqu'on a l'habitude de faire des conférences, mais c'est la première fois qu'on fait ça en ligne. On a deux invités prestigieux. Le premier est Xavier Raher, qui est chef du service protection du tissu économique, rattaché à la Directe Île-de-France, qui a accepté de répondre pendant 1 heure et demie à toutes vos interrogations. Merci Xavier et bienvenue. Merci à vous. La deuxième personne est Mélanie Gramont, qui est avocate spécialisée en droit social au sein du cabinet Gramont et Associés. Donc, merci beaucoup, Mélanie, de ta participation également. Merci à Alors, vous. on va démarrer. Alors, on a eu beaucoup de questions. On vous avez reçu évidemment les mails avec l'adresse mail covid19@oec-paris.fr. Et vous étiez très nombreux à nous poser des questions. Beaucoup d'entre elles concernaient les dysfonctionnements, les difficultés qu'on avait à se connecter sur le site internet de la Directe, à obtenir les codes, à obtenir des changements d'affectation d'établissement, à gérer ces transferts de codes. Donc plutôt que de vous poser toutes les questions qui ont été identifiées, qui sont parfois très pointues, très précises, on s'est mis d'accord avec Xavier pour qu'il vous explique quel est le travail qui a été fait par la Directe là, en 15 jours et quelle est l'ampleur des difficultés qu'ils ont dû surmonter et comment on va certainement, j'imagine, en voir bientôt la fin. Effectivement. Merci, Monsieur le Président. Si vous en êtes d'accord, donc je vais faire une petite présentation de l'état des lieux des travaux, de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Il reste encore beaucoup à faire naturellement. On avance. Alors, le premier point sur l'intervention, c'est que le but du jeu, comme vous l'indiquez, est de pouvoir apporter les réponses autant que possible aux professionnels. Mais on est ici dans un cadre, on va dire, de facilitation de l'activité. Et l'objectif n'est pas de faire quelque chose où on nous dirait derrière, oui, mais il y a 3 semaines, vous nous aviez dit que, et pendant le live aussi, ou ça. L'objectif est vraiment de pouvoir vous apporter les réponses dans l'état actuel de ce qu'on sait, dans l'état actuel de là où on en est, notamment en termes de développement de système et de contrôle. Et bah, s'il y a des évolutions dans quelques jours, ça peut arriver, j'en serais le premier désolé, mais si on faisait la démarche inverse en vous donnant les informations, qu'une fois que tout est complètement stabilisé, vous risqueriez d'attendre un peu plus longtemps et ça nous serait également reproché. Donc, pour ce qui est de l'activité partielle, puisque comme vous savez, il y a d'autres dispositifs, mais aujourd'hui, on se concentre sur l'activité partielle. C'est un dispositif qui est extrêmement sollicité en ce moment, comme vous vous en doutez. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'outil est dimensionné habituellement pour pouvoir traiter à peu près 80 millions d'euros d'indemnisation par an. Là, on s'attend à ce que sur ce mois-ci, on soit au moins à 8 milliards. Donc, on est à plus de 1000 fois le flux habituel et le nombre de demandes de connexion a été multiplié par 10 000. Il y a eu, en fin de semaine dernière, il y avait 1 million de demandes de compte en attente. On est en train de résoudre tout ça par des batchs qui sont en train d'être mis en place sur le site de l'activité partielle, donc par l'ASP. Mais il y a encore des choses qui sont en cours de traitement, il y a encore des comptes qui sont défectueux, on le sait. Il y a des sujets notamment de gens qui ont reçu des codes pour des mauvais établissements en fin de semaine dernière, c'est en train d'être corrigé également. Et ça se fait par différents batchs, en gros par lot de 100 000. Donc c'est en train d'être traité. On sait qu'il y a encore des problèmes, notamment il y a des problèmes sur les comptes SILAE et l'utilisation des identifiants SILAE pour la création des comptes de l'activité partielle. Il y a juste une subtilité qu'il faut prendre en compte dans ce cas-là, qui est que les identifiants et mots de passe SILAE sont bien ceux qui seront à utiliser pour l'activité partielle. Mais néanmoins, il est nécessaire de faire une demande de création d'espace personnel sur l'activité partielle pour ce SIRET-là. Et c'est sur cette base-là que vous pourrez ensuite accéder au compte avec vos identifiants et mots de passe. Pour ce qui est des problèmes de tiers déclarants, de rattachement d'établissement, etc., c'est le même sujet, c'est en train d'être réglé. Et il y a, en fonction de la situation de l'entreprise sur laquelle vous travaillez, il y a une évolution qui peut être intéressante à prendre en compte, qui est que à partir du 15 avril, il y aura normalement une fonctionnalité de traitement en groupe qui fait que, à l'heure actuelle, vous devez créer un compte par SIRET et ce SIRET est rattachable de manière univoque à un seul email. Donc, ce qui veut dire que si vous avez des groupes qui ont beaucoup d'entités, eh bien, il faudra une adresse email pour chacun de ces SIRET. Donc, autant d'adresses différentes qu'il y a de SIRET. À partir du 15 avril, il y aura normalement la possibilité de gestion groupe
Donc, vous aurez la possibilité d'avoir un seul compte pour gérer tous les SIRET rattachés au même sirène. Voilà. Donc, normalement, c'est censé fonctionner. On nous annonce le 15 avril. Comme vous le savez, il peut y avoir quelques retards, mais normalement, c'est pour cette date-là que c'est prévu. Pour ce qui est des dossiers qui ont été déposés, quelques points d'attention qui sont importants à prendre en compte. Premièrement, sur la durée. Donc, comme vous le savez, l'activité partielle, c'est un système sur lequel on va d'abord demander un compte et on va faire une demande globale sur une période, un nombre de personnes, un nombre d'heures global. Et ensuite, la demande d'indemnisation se fait par personne avec un identifiant qui est le numéro de sécurité sociale. Ce qui veut dire que pour la période à venir, il est souhaitable, nous c'est ce qu'on recommande en tout cas, que vous fassiez une demande qui couvre au moins jusqu'au mois de juin. Donc, dans les textes jusqu'à présent, on avait le droit d'avoir des dossiers sur 6 mois maximum, et on est maintenant passé à 12 mois maximum, c'est dans les ordonnances qui viennent de passer, et on peut aller jusqu'à un plafond de 1607 heures en dehors des sujets de transformation de l'entreprise. Donc, si vous mettez un dossier jusqu'au mois de juin qui couvre l'ensemble de vos salariés, ça permet de traiter ensuite de manière ad hoc, de choisir chacun des salariés pour chacune des périodes demandées, sans avoir besoin de faire d'avenant. On a notamment beaucoup de dossiers qui sont avec des erreurs parce que ils ont été créés avec un nombre d'heures trop faible. On a par exemple 30 salariés, 30 heures. Donc ça voudrait dire que au total, le dossier a été fait pour 1 heure par salarié et par personne, enfin pour l'entreprise. On voit bien que c'est de toute façon trop faible. Il faut vraiment faire attention à ce que la demande inclue l'ensemble des éléments nécessaires pour la période, nombre d'heures totales. Pour ce qui est des demandes ensuite, je reviens sur le sujet du numéro de sécurité sociale, ça veut dire que il est important que l'ensemble des salariés aient été immatriculés à la sécurité sociale en France. Donc, on a eu le cas notamment d'entreprises pour lesquelles il n'y avait pas eu de demande qui avait été faite de rattachement CPAM. Il est important que ce soit fait puisque ce sera de toute façon la clé de paiement. Donc, vous ne pourrez pas avoir de paiement si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale des personnes qui sont derrière. Pour ce qui est des dossiers sur lesquels il y aurait des erreurs, ça peut arriver. Soit votre dossier n'est pas encore validé de votre côté, auquel cas vous pouvez modifier votre dossier. Soit sinon, il va falloir demander à la directe, donc à l'UD direct dont vous dépendez, que le dossier soit invalidé pour pouvoir permettre une modification du dossier de votre côté. Voilà à peu près les questions qui avaient été posées, les réponses afférentes dans les questions que j'ai vues passer. Si vous avez d'autres questions sur le sujet de l'accès au site en tant que tel, je suis à votre écoute pour pouvoir y répondre. Ah si, un dernier point sur les délais. Donc à l'origine, comme vous l'avez noté, la ministre avait annoncé qu'on avait un délai de l'ordre de 48 heures. Pour répondre aux demandes de compte. Évidemment, ce délai ne pouvait pas être traité avec des volumétries de cet ordre-là, donc le délai n'est pas tenu, mais néanmoins, vous pouvez de toute façon faire des dossiers qui sont rétroactifs sur une période de 30 jours. Les 30 jours comptent normalement à partir de la date à laquelle l'établissement s'est mis en activité partielle. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une entreprise qui a commencé à faire de l'activité partielle, par exemple le 20 mars, vous avez jusqu'au 20 avril pour pouvoir saisir le dossier sur la plateforme. Donc, s'il y a encore quelques ralentissements, c'est pas grave, le dossier pourra être saisi par la suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là ? Xavier, merci beaucoup de ces précisions. On a quelques questions. C'est bon, tu m'entends? Ça va, ça fonctionne? Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oui, vous m'entendez ou pas? C'est bon. Ouais. Oui. Xavier, c'est bon, vous m'entendez? Non, Xavier, vous m'entendez ou pas? Allô? Ouais. Petit problème technique. Je ne sais pas si Xavier m'entend. Allô, allô? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, je me suis fait virer de la plateforme, donc je ne sais pas à quel moment vous avez perdu l'image. Non, je pense qu'on a bien entendu tout ce que vous nous avez dit. Est-ce que vous m'entendez là? D'accord, tant mieux. Oui, tout à fait. Ok. Alors, quelques petites précisions pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Beaucoup de personnes ont essayé de se connecter, n'ont pas encore reçu leur code. Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Elles attendent et ça va être résolu bientôt? Oui. C'est ça? Rien d'autre à faire?
Oui, il faut attendre. Comme je vous disais, les batchs sont en cours. Pour ceux qui ont des comptes sur lesquels vous avez des sujets de rattachement ou de mauvais SIRET, etc., il faut également attendre. Si dans les quelques jours à venir, c'est toujours pas revenu à la normale, là, vous pourrez contacter l'UD Direct qui est en charge, puisque chacun des dossiers à l'heure actuelle est traité, donc par rapport à son numéro de SIRET, à l'UD qui est en charge du dossier pour ce SIRET-là. À partir du 15 avril, et donc avec la fonction groupe dont je vous parlais tout à l'heure, ça sera l'UD du siège du groupe qui sera compétente pour l'ensemble des SIRET de ce compte-là. Ok, mais concrètement, lorsqu'on a mis en place des collaborateurs en activité partielle à compter du 16 avril, si on attend le 15 avril et qu'on n'a toujours pas reçu ces codes, comment on gère la rétroactivité de 30 jours? On aura une souplesse, on va dire, mais le but du jeu, en tout cas, est de faire en sorte que les demandes soient faites le plus vite possible. D'une part, pour pouvoir tenir compte du besoin de trésorerie des entreprises, et d'autre part, parce que, en droit commun, comme vous savez, normalement, la demande doit être faite 15 jours avant. Donc, on a mis en place des souplesses, mais il faut quand même essayer de rester un minimum dans la règle. Oui, oui, j'entends bien, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se connecter, on n'arrive pas à obtenir ces codes, ou Je parfois, vous ai attendu. voilà, donc l'idée, c'est qu'il n'y aura pas ce délai de 30 jours, il n'est pas voilà, une certaine souplesse, quoi. Il Voilà, est à c'est ça le message. autant que faire se peut. Voilà. D'accord. Dans la limite des moyens techniques. Mélanie, vas-y. Quel est le délai en moyenne pour recevoir tous les trois emails, en fait? On a l'email identifiant, l'email du code et enfin l'email d'homologation de la création du compte. En général, on ne reçoit pas tout en même temps. Il y en a. Ça dépend des batchs qui tournent. Non, ça dépend des batchs. C'est comme je vous dis, en fait, il y a des batchs qui tournent pour essayer de traiter l'ensemble des demandes. Concrètement, en gros, d'habitude, les demandes de comptes, c'est quelques milliers de comptes dans l'année. Là, on en a eu 1 million d'un coup, donc ils sont en train de rattraper le retard avec des traitements automatisés, mais clairement, il y a du retard. J'ai rencontré des clients qui... Vas-y, Mélanie. Des clients n'ayant pas reçu leur code, étant en panique, on recrée à nouveau des comptes. Est-ce que ça bloque finalement la poursuite de la création du compte? Bah, ça va forcément poser des problèmes. Hein. C'est rajouter de la mousse au problème les résout rarement. Donc c'est pour ça qu'il fallait à peu près connaître. Ouais, alors, il y a beaucoup de personnes me disent que c'est le client qui a créé les codes. Mais il n'arrive plus à se rappeler du mot de passe, il n'arrive plus à se rappeler du code, on ne sait plus comment se connecter. Évidemment, le SIRET a déjà été affecté à un code, et donc on est coincé pour se reconnecter sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on fait là dans ces cas-là? Il faut contacter l'ASP. Il y a un email spécifique qui a été mis en place. Il y a qu'eux qui peuvent traiter là-dessus. Ils sont aussi surchargés et donc c'est très compliqué de les joindre. Donc là aussi, confère le délai de 30 jours. Je vais essayer de vous trouver le contact email. Je vous le redonnerai tout à l'heure, mais il y a une adresse spécifique auquel on peut écrire à l'ASP pour cela. D'accord. Ils sont très clairement aussi en difficulté pour répondre à la demande, mais c'est dans leurs mains à eux. Nous, de toute façon, de notre côté, là-dessus, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas l'accès, ça ne dépend que d'eux. D'accord. Alors, là, je vois défiler les questions des experts comptables qui disent ouais, ok, tout ça c'est sympa, mais contacter l'assistance, c'est juste pas possible. Bon, en fait, il faut quand même rappeler, Xavier, ce que vous avez précisé au tout début, sans trahir de secret, la Direct traitait 80 millions d'euros d'indemnité. On va passer à plus de 8 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, on a multiplié par 100 les volumes traités. Et c'était 80 millions sur l'année. Sur l'année. Et là, c'est 8 milliards en quelques semaines. 8 milliards sur le mois. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, tous les traitements étaient manuels. C'est-à-dire que les demandes d'ouverture de compte, de validation de dossiers arrivaient directement dans les bureaux des collaborateurs. Collaborateurs qui sont aujourd'hui en télétravail pour la plupart d'entre eux, si ce n'est tous. Et alors qu'ils avaient à traiter 4 ou 5 demandes par semaine, aujourd'hui, ils ont reçu 600 000 demandes, je crois.
1 million. 1 million de En fait, demandes. voilà, concrètement, il y a quelques agents qui sont à distance, il y en a d'autres qui sont malades également, hein, ça peut arriver. Mais on a surtout le sujet qu'il y a des process qui ont été mis de manière dégradée et automatisée, qui fait qu'il y a certains contrôles qui étaient faits avant et qui vont être faits de manière différente pour essayer d'accélérer le processus. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire que vous aurez une réponse en 48 heures. Et D'accord. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, il y a beaucoup de demandes en attente et on est au courant des demandes de compte. Néanmoins, comme vous le voyez, l'État met en œuvre énormément de moyens pour faire en sorte que tout ça se passe bien. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de moyens mis en œuvre qu'en un claquement de doigts, tout est en place. Vous savez notamment que l'ordonnance qui est sortie il y a 3 jours impose que sur les bulletins de paie, qu'il y ait des mentions spécifiques relatives à l'activité partielle. Je suis pas absolument certain que l'ensemble des experts comptables soient à jour sur l'ensemble de ces éléments non plus, et on ne leur en voudra pas On est pour d'accord. autant. On a justement validé avec l'URSSAF que vous allez pas vous faire aligner dans 2 jours parce que les bulletins de paie que vous aurez envoyés sur la DSN sont pas encore à jour. Chez nous, c'est pareil, on met en place tout ce qu'on peut, mais c'est pas pour ça qu'on peut faire de la magie sur chacun des sujets. D'accord. Donc, pour reprendre là sur le sujet, la manière dont vous avez tenté de régler le problème, c'est pas de recruter massivement des centaines de collaborateurs qu'il aurait fallu former, ce Si qui est aussi, impossible à faire en 15 jours. ici aussi, Aussi, ici voilà. aussi. Donc c'est un mélange. Mais c'est aussi d'essayer de développer des automatismes pour que la création de comptes, voilà, tout ça puisse se faire de manière automatique. Donc aujourd'hui, on est 15 jours après le rush. En vérité, et 15 jours après le rush, on commence à avoir traité, je crois, d'après ce que vous m'aviez dit, 75% des demandes. Et mais il en reste encore 25% qui sont. Non, c'était pas le chiffre que j'avais eu. Non, je suis pas au courant de ces éléments-là. Et non, D'accord. on publie pas de chiffres sur le sujet, mais je suis pas au courant de ce seuil-là. On en serait assez heureux. Bon, donc un certain nombre de demandes ont été traitées, mais il en reste encore dans le tuyau. L'objectif, c'est que d'ici la fin de la semaine prochaine, au plus tard, on pense que ça serait à peu près les délais vers lesquels on devrait pouvoir avoir une résolution de 100%. Il y a plusieurs éléments. Premièrement, en voulant afficher des délais, des choses comme ça, etc., on ajoute de la confusion au système qui n'apporte pas grand-chose. Parce que il y a d'une part la notion de création du compte, ensuite il y a les sujets de rattachement des comptes avec leurs établissements, ensuite il y a la notion de création des demandes d'autorisation, et ensuite il y a les sujets de demande d'indemnisation. Et en voulant donner un délai ou en affichant quelque chose, on mélange l'ensemble des sujets qui font que notamment, par exemple, comme vous le savez, les demandes d'indemnisation ne peuvent être faites qu'à partir du moment où les payes ont été faites, les DSN ont été remontés. Et vu que de toute façon, de votre côté, normalement, à ce jour, c'est pas encore fait, en pratique, on pourrait même considérer qu'on n'a pas de retard. Donc, je fais un petit trait d'humour qui est bien sûr vous faire très plaisir, mais blague à part, ça sert à rien de vouloir absolument afficher des délais. On a eu, comme je vous disais, il y avait 1 million de demandes le week-end dernier qui avaient été formulées. On sait très bien qu'il va y en avoir d'autres. Il y a le sujet du mois d'avril, mais il y a aussi les gens qui sont en décalé. Il y a aussi ceux qui n'ont pas encore fait d'activité partielle. Il y a tous les cas spécifiques et il y a même des textes qui sont pas encore sortis, notamment, comme vous le savez, sur toutes les populations sur lesquelles il n'y a pas de décompte du temps de travail en heures. Donc tout ça va s'ajuster avec les jours à venir et voilà. L'objectif n'est pas d'afficher un délai particulier, mais de parvenir à traiter les demandes. D'accord. Donc la consigne aujourd'hui qu'on peut passer, c'est utiliser l'adresse mail que vous allez nous communiquer, qui permettra de régler les problèmes liés à des codes perdus ou des codes invalides ou des comptes non rattachés au bon code. Voilà. Donc ça, c'est la demande qu'il faut faire par mail. C'est le plus simple. Pas besoin d'appeler sur le numéro de l'assistance qui est débordé. Vous privilégiez vous pouvez essayer de les joindre. Si vous y arrivez, c'est bien. Voilà, d'accord. Donc on utilise l'adresse mail. Et juste pour vous donner l'idée du sujet quand même, parce que je comprends que les gens s'étonnent, mais à l'heure actuelle, il y a encore des endroits où même nous, on ne peut pas accéder au système. D'accord. Donc le sujet est compliqué. Donc, et pour le reste, on prend son mal en patience. Alors, le mail, donc c'est contact-ap@asp-public.fr. Je vous le mets, tac. Voilà. Il avait été communiqué par Hubert Dupont, qui a l'air d'être bien informé de ce qui se passe.
Voilà. Ouais, j'ai pas dans le chat, j'ai uniquement vous, je vois pas les autres, donc je sais pas ce qu'ils se demandent. Je vois passer les messages, ça défile. D'accord. Alors, ok, donc on fait une demande par mail. Des demandes qui sont en attente, eh bien, elles sont en train d'être traitées et ça va être mis en place. Les moulinettes sont en train d'être mises en place aussi pour que les choses soient traitées de manière automatique. Le délai des 48 heures sur les demandes d'autorisation est en train d'être mis en place, qui fait que les autorisations seront, sauf invalidation, normalement accordées 48 heures après. Et on essaye de mettre en place également les délais qui vont bien pour les demandes d'indemnisation qui sont la phase juste après. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce sujet. On prend son mal en patience. On envoie un email à contact-ap pour toutes les questions particulières qui concernent des problèmes de code. Et on compte sur Exactement. la bienveillance de la directe si les délais de 30 jours ne sont pas respectés, compte tenu des problèmes techniques qu'on puisse poser dans l'obtention des créations de comptes, etc. Voilà Tout à le fait. résumé. Euh, je crois que je comprends l'énervement qu'il peut y avoir chez les experts comptables et les entreprises. On a aussi une situation un peu délicate parce qu'on se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume. Le client qui dit alors c'est bon, est-ce que ça marche? Et puis de l'autre côté, on n'arrive pas et c'est très épuisant pour les équipes, c'est épuisant pour nous-mêmes. Mais il faut bien imaginer l'ampleur du travail qui a été demandé aux équipes de la Direct qui, du jour au lendemain, se retrouvaient avec des volumes à traiter qui étaient considérables, des demandes en quantité astronomique. Et moi, je sais que tous les interlocuteurs que j'arrive à avoir de la Direct qui prennent le temps de répondre à mes questions et de participer à l'émission qu'on est en train de faire aujourd'hui, euh, en général, on arrive à se parler entre 20h et 22h le soir. Le reste de la journée, ils sont occupés à gérer les problèmes de leurs équipes, à essayer de trouver des réponses à toutes les questions qu'on leur pose et à organiser le système. Donc, Juste voilà, pour vous tout le monde donner une travaille. idée quand même, ouais, sur la partie continuité économique, je suis en charge de la continuité économique et la directe. C'est également mon service qui s'était occupé des grèves, de la rue Trévise, des Gilets jaunes, Notre-Dame, etc. Au plus fort de ces événements-là, on avait à peu près une trentaine de sollicitations par jour. Là, on est monté à 2000. Et en mettant les équipes qui vont bien derrière, on a réussi à en avoir au plus fort, on a eu 48 heures de retard et maintenant on est à jour en continu. Ce qui fait que bon, on arrive normalement à apporter les réponses aux entreprises. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on a réponse à tout, mais on essaie d'apporter le soutien qui va bien. Je vous donne également, si vous avez un autre sujet qui va potentiellement happer, mais aussi autre chose, ou des sujets d'éligibilité, etc., je vous je vous donne l'email de la cellule de continuité économique. Comme ça, vous pouvez la communiquer aux professionnels et vous pouvez contacter l'équipe, c'est mon équipe qui est derrière. Ok. Donc, Voilà. on est parti. Alors, je vois qu'il y a des gens qui me demandent pourquoi ne pas rallonger ce délai de 30 jours si on pense que on va peut-être le dépasser. Bon, ça, c'est une question peut-être politique qui est pas. C'est pas vous qui allez Oui, c'est répondre. une question où, oui, puis bon, je suis pas sûr que ce soit le sujet. Ok, donc on espère que tout se fasse dans les délais et on compte sur la bienveillance des services pour le reste. Alors on va maintenant qu'on a essayé de traiter un peu toutes ces questions de difficultés d'accès, de code, d'assistance débordée, essayer de répondre à des questions beaucoup plus pratiques. Oui. Et donc on va commencer peut-être avec Mélanie. Donc, j'ai une première question, en fait. En cas de réduction du travail à 50%, est-ce qu'on doit indiquer réduction d'activité ou suspension dans la demande d'activité partielle? Eh bien, c'est la réduction d'activité parce que la suspension, ça correspond à la fermeture de l'entreprise lorsqu'il n'y a plus d'activité. Donc, c'est vraiment c'est la réduction. Vous êtes d'accord, D'accord, Xavier? donc ça, C'est bien ça. c'est parfait. Alors, une question qui est revenue souvent en cas d'élection en cours, hors délai, ou qui devraient être engagées et qui n'ont pas été engagées pour les représentants du personnel, CSE, juste avant le confinement, normalement, on ne devrait pas pouvoir prétendre au chômage partiel. Alors, quelle sera la position de la directe là-dessus? Vous avez 2 mois pour envoyer l'avis du CSE après la demande que vous formulez. Donc, ça vous laisse le temps normalement de pouvoir avoir soit la fin de l'élection, soit la transmission de l'avis CSE après votre demande.
Oui, mais si on n'a pas pu organiser les élections, si on est dans on le fera après. Bah, il y a un moment, si vous voulez, où là aussi, c'est une bonne pierre dans le champ de vos collègues qui nous disent qu'on est en retard sur les délais. Comme vous le savez, toutes les entreprises sont censées avoir fait des élections depuis le 1er janvier. Néanmoins, dans sa grande mansuétude, l'administration va justement permettre le paiement de l'activité partielle dans les cas, y compris dans les cas où les démarches n'ont pas été faites du côté des entreprises et professionnels. Avec normalement, voilà, il est demandé de pouvoir transmettre ces éléments dans les 2 mois. Il y a quand même 1 ou 2 points qui sont importants à traiter là-dessus, qui sont que, comme vous le savez, l'information des salariés passe normalement par l'information des IRP. Et donc, c'est justement en passant par le CSE que vous informez vos salariés. Si jamais vous n'avez pas pu le faire parce que vous n'avez pas de CSE, vous êtes en retard, ou qu'il y a un litige, etc., il est important que vous informiez l'ensemble de vos salariés, pourquoi pas par mail, par exemple, du fait que vous allez faire une demande. Autrement dit, vous prévoyez la possibilité d'être sur une période d'activité partielle, sur une période déterminée. Et ensuite, il faudra, on en reparlera après, que l'employeur indique à chacun des salariés sur quelle période il le met en activité partielle. Le plus important, c'est ça, c'est que les salariés aient été informés. Après, si vous transmettez les documents en retard, on fera avec. Mais le plus important, c'est que les salariés soient informés. Et la question importante, selon moi, le CSE devait être consulté dans l'ancien dispositif, du moins pas dans le dispositif lié au coronavirus, devait être consulté simplement le CSE des entreprises de plus de 50 salariés. Là, du fait de la modification du décret, et par le décret de l'article qui dit que dès lors que vous êtes doté d'un CSE, cela laisse entendre, enfin, la plupart des gens qui ont lu l'article, qu'en réalité, seuls sont concernés. Alors, est-ce que les entreprises de plus de 11 et les entreprises de plus de 50 sont concernées? Et deuxième question, est-ce que seuls sont dotés, c'est-à-dire qu'en gros, dès lors que le CSE existe et qu'on n'ait pas une obligation de mettre en place le CSE en pleine période de confinement et de difficulté pour mettre en place son CSE? Tous ceux qui sont censés en avoir déjà, normalement, comme vous l'avez dit, par définition, sont censés l'avoir. Pour ceux qui ne l'ont pas, il faut passer au moins, dans le cas où vous êtes à plus de 11, par les délégués du personnel et à défaut, informer l'ensemble des salariés. D'accord, donc si vous n'avez pas de CSE... Mais pour ceux qui l'ont mis en place, ils informent le CSE. Pour ceux qui n'en ont pas, ils passent par les DP ou par l'information de l'ensemble des salariés individuellement. Alors, est-ce que cela veut dire que dès lors que je n'ai pas de PV de carence, est-ce que ça veut dire que les entreprises qui n'ont pas mis en place dans les délais les CSE vont se voir refuser le chômage partiel parce qu'elles n'auront pas eu le temps de le mettre en place dans les 2 mois qui vont suivre? D'une part, on verra, parce que c'est dans les 2 mois, comme vous l'avez noté. On ne sait pas combien de temps va durer le confinement à ce stade. Donc, je veux bien faire de la prospective, mais si on peut s'en tenir au sujet du jour, ce serait pas mal. Et d'autre part, si on voulait appliquer la règle strictement, la réponse serait non. Mais comme on essaye d'aider les entreprises, on va essayer de faire en sorte que la réponse puisse être oui. D'accord, donc pas de CSE, on informe les salariés et on prend l'engagement, dès la fin du confinement, d'organiser des élections pour régulariser la situation. Concrètement, il faut traiter le sujet au mieux avec l'ensemble des contraintes qui s'imposent à tout le monde. On ne va pas demander à tout le monde de se mettre dans une pièce à moins d'1 mètre et sans masque pour pouvoir faire une élection alors qu'à l'heure actuelle, tout le monde est confiné. Ça n'empêche pas que les règles du droit social s'appliquent quand même et qu'à partir du moment où il devait y avoir des instances de personnel qui devaient être constituées, il faut le faire au plus tôt pour pouvoir apporter les éléments. Voilà, mais compte tenu de l'urgence de la... Sur les élections qui étaient en cours de route, la jurisprudence avait prévu qu'on pouvait suspendre pour des circonstances exceptionnelles les élections parce que forcément les élections seraient irrégulières entre ceux qui peuvent participer ou non. Là, une ordonnance est annoncée sur justement les suspensions des délais pour le renouvellement des élections. Maître, je veux bien que vous nous mélangiez les sujets pour pouvoir faire le lien avec pas mal d'autres sujets qui sont en cours, mais on va avoir peut-être un peu de mal à répondre aux questions activité partielle aujourd'hui. D'accord. Alors, on va passer. Alors, question suivante. Une fois qu'on a obtenu l'accord de la directe ou l'absence de refus dans les 48 heures, est-ce que la directe peut ensuite faire marche arrière et revenir sur cet accord ou cette non-réponse qui vaut accord? Alors, il y a plusieurs sujets dans le même. De base, comme vous l'indiquez, il va y avoir donc le délai de 48 heures, qui va beaucoup plus vite que ce qui était fait avant. Néanmoins, il y a plusieurs points à prendre en compte sur les demandes.
le système n'est pas complètement parfait et parfois les messages que vous recevez peuvent vous induire en erreur. Notamment, quand vous recevez un message d'invalidation de la demande, ça ne veut pas dire que la demande est refusée, ça veut dire qu'on vous demande des compléments. Donc, ça veut dire notamment que s'il manquait des pièces ou il y avait des éléments qui devaient être amendés, eh bien, ils sont à apporter sur le même dossier, notamment que ça ne remet pas en cause la date de la première demande à laquelle vous aviez fait. Ensuite, une fois que vous avez votre autorisation, l'autorisation est une autorisation à partir du moment où vous avez respecté l'ensemble des conditions sur lesquelles vous êtes engagé. On est bien d'accord. Donc, c'est pas parce qu'il y a l'autorisation qui est accordée, voire même que le paiement aurait été réalisé, que ça empêche d'avoir des contrôles derrière. Et c'est un message vraiment très important qu'il faut passer. Les conditions pour pouvoir être en activité partielle sont que il faut qu'il y ait une réduction d'activité ou un arrêt de l'activité, que les tâches ne soient pas télétravaillables, donc, notamment quand on a des groupes qui ont des fonctions centrales sur lesquelles il y a des éléments qui sont télétravaillables, il n'y a pas forcément de raison que les salariés soient placés directement en activité partielle et notamment pas nécessairement à la date du confinement, en particulier pour les entreprises d'une certaine taille. Et puis justement, quand on est entreprise d'une certaine taille, mais aussi des entreprises qui peuvent être plus petites, c'est pas parce qu'il y a le confinement que vous avez un arrêt des services RH, des services juridiques, de la paye, des services informatiques, de la com, du marketing. Enfin bon, il y a beaucoup de fonctions qui peuvent continuer néanmoins. Donc c'est pas parce que vous avez une autorisation sur un nombre de salariés qui inclurait l'ensemble de ces personnes-là que ça vaut le fait que vous pouvez les mettre en activité partielle quand même. Ensuite, même si jamais il y a eu des heures qui ont été autorisées, l'autre sujet est qu'on n'autorisera pas et on ne financera pas, in fine, les arrêts préventifs. Autrement dit, les conditions qui ont été mises en place, c'est que il faut pouvoir avoir des tâches qui ne sont pas télétravaillables ou dans lesquelles il ne puisse pas y avoir de respect des mesures barrières. Vous savez que le MEDEF, notamment, a sorti des guides et qu'il y a également des guides de la Direction générale du travail sur le respect des mesures barrières dans les différentes professions et qui donnent les conditions dans lesquelles on peut travailler sans avoir de risque de santé, enfin de risque sanitaire pour les salariés. À partir du moment où ces mesures de précaution peuvent être respectées, il n'y a normalement pas de raison que les salariés soient mis en activité partielle. Donc, il faudra justifier de pourquoi est-ce que les salariés ont été mis en activité partielle, alors que l'ensemble des conditions pouvaient être mises en place pour qu'ils puissent continuer à travailler. Par ailleurs, on a déjà quelques signalements d'entreprises qui ont le bon goût de mettre leurs salariés en activité partielle tout en leur demandant de travailler à côté. Ça, soyons clairs, la patrouille va passer, et là-dessus, la patrouille ne fera pas vraiment de détails. L'objectif est d'avoir une certaine bienveillance envers les entreprises, c'est clair. L'État aidera les entreprises qui en ont besoin, qui ont des chutes d'activité, qui ont des vraies difficultés liées à la crise, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça autorise le fait de faire un peu n'importe quoi et de financer n'importe quoi. Et si derrière il y a des contrôles, ces contrôles peuvent très bien revenir sur l'autorisation qui a été accordée, et notamment un point important quand même, c'est que pour le cas où on aurait des entreprises qui, comme je l'indiquais, par exemple, demandent à leurs salariés de travailler alors qu'ils sont en activité partielle, la position est très claire, c'est que faire travailler ces salariés quand ils sont placés en position d'activité partielle, ça s'appelle du travail illégal. Donc ça veut dire que la sanction, c'est remboursement des mesures qui ont été, des allocations qui ont été touchées, des indemnisations qui ont été touchées, interdiction de toute aide publique sur 5 ans, interdiction de participation au marché public et sanctions pénales. Et par ailleurs, parce que comme vous l'avez bien compris, on attend des professionnels du chiffre, notamment, de pouvoir travailler ensemble et on va vous accompagner pour pouvoir faciliter les dossiers. Et vous pensez bien également que quand on a une pelote qui commence à grossir, derrière, on la déroule. Donc, les politiques de contrôle seront nécessairement orientées par les premières remarques qui ont été faites. Ok, on a bien compris ça. Je pense que rares sont ceux qui mettent leurs collaborateurs en chômage partiel tout en continuant à les bosser en télétravail. Il est mais quand vous avez des clients, par exemple, qui pourraient avoir envie de le faire, etc., il est vraiment important que vous leur répercutiez le fait que vous n'accompagnerez pas ce genre de démarche et que derrière, il y a un vrai risque. Il n'y a aucun doute sur le sujet, puisque les experts comptables ont prêté serment de respecter la loi et de la faire respecter. Donc, je suis pas inquiet sur cet aspect-là. Non, par contre, il est quand même important de préciser que c'est pas parce qu'on peut mettre en place le télétravail ou qu'on peut mettre en place des mesures de respect des règles sanitaires qu'on n'a pas le droit de bénéficier de l'activité partielle. C'est-à-dire que si
l'activité s'arrête parce que les clients ne sont plus disponibles pour qu'on puisse travailler, ou si on a des problèmes d'approvisionnement, le recours à l'activité partielle est parfaitement justifié. Oui, il est justifié, mais comme je vous dis, notamment pour les grands groupes, il y aura une attention particulière à ce que c'est pas simplement parce que on a une activité qui est ralentie que ça veut dire que l'ensemble des fonctions de l'entreprise sont à l'arrêt. On est d'accord. Donc, ce qui est important, c'est de bien pouvoir être capable de justifier les raisons économiques, les difficultés parce que les chantiers sont fermés, nos clients ont annulé des commandes, parce que on n'est plus en état d'aller travailler chez nos clients, qu'on puisse avoir recours à l'activité partielle. Je vous donne un exemple. Les garagistes, par exemple. Donc, vous savez que les constructeurs, à l'heure actuelle, avaient mis leurs usines à l'arrêt. On y travaille au niveau national. Ils sont en train de redémarrer sur la partie production. Mais les garagistes, eux, par exemple, ne sont pas fermés. Ils ont justement le droit de travailler pour pouvoir réparer les véhicules qui seraient en panne. Donc, ça veut dire que s'ils ont une vraie baisse d'activité qui est justifiée, etc., ils sont éligibles à l'activité partielle. Mais c'est pas parce que ils sont garagistes qu'ils ont le droit à l'activité partielle. C'est parce qu'ils ont une baisse de leur activité qu'ils ont le droit à l'activité partielle. Oui, d'accord. Si je prends le cas particulier des experts comptables, si on n'est plus en état de pouvoir continuer à travailler parce que... vous m'entendez, Xavier? Allô? Allô? Vous m'entendez ou pas? Allô, allô? Ah, bon, on a perdu Xavier Raher. On va... ça, oui. Vous m'entendez? Oui, je me suis fait virer une nouvelle fois. Ils devraient être contents de mes réponses. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui ai un bouton et dès que vous dites un truc qui me plaît pas, j'appuie dessus. C'est ça. Bon, restons sérieux. Pour un expert comptable, on a certains cabinets qui ont des clients qui ne sont pas du tout dématérialisés. C'est excessivement compliqué pour eux de continuer à travailler avec cette clientèle. Ils n'arrivent pas à accéder aux pièces puisque l'entreprise est fermée. Donc, si vous avez un restaurant, si vous avez des commerces qui sont contraints de fermer, parfois le client n'est plus disponible. L'entreprise est fermée, impossibilité d'accéder aux documents. Si les documents n'ont pas été numérisés parce qu'on n'a pas mis en place cette démarche avec les clients, et aujourd'hui vous connaissez le taux de numérisation et de dématérialisation dans les petites entreprises qui est quand même très faible. Donc on se retrouve parfois dans l'incapacité de pouvoir continuer à bosser. De la même manière, on a beaucoup d'activités dans l'audit. Et lorsque l'entreprise a fermé ses portes et que nos collaborateurs ne peuvent pas se déplacer dans l'entreprise, on n'est plus dans la capacité de travailler. On est bien d'accord que on touche là des cas de figure qui, s'ils sont avérés, permettent à un cabinet d'expertise comptable de mettre en activité partielle ses collaborateurs totalement ou partiellement. Oui, en sachant que nous, le message qu'on essaie vraiment de faire passer, parce que juste pour vous expliquer un peu le contexte, on a des filières qui se sont quasiment complètement arrêtées, et notamment à un moment, et particulièrement le BTP, par exemple. Mais il y a eu aussi des sujets autour de l'automobile, de l'aéronautique, etc. Ce qu'on cherche à faire au niveau national et ce qui est vraiment défendu, c'est qu'on essaye de faire en sorte que l'activité, si elle est ralentie, en tout cas, ne s'arrête pas. Parce que on a le sujet derrière du redémarrage et de savoir au final qui va redémarrer le premier, qui va prendre le risque d'avoir ses salariés à payer sans forcément avoir de commandes, qui va avoir le sujet de la logistique derrière à traiter, etc. Et c'est extrêmement compliqué. Donc, pour le cas d'un cabinet d'expertise ou d'audit qui aurait des clients pour lesquels il pourrait plus travailler pour les raisons que vous mentionniez, bah oui, effectivement, vous êtes éligible. Néanmoins, si vous pouvez faire en sorte d'avoir au moins un maintien d'une partie de l'activité qui permet qu'il ne faille pas tout redémarrer le jour où le confinement sera levé, c'est en tout cas très largement préférable. On est d'accord. Je partage cette manière de voir les choses. De toute manière, c'est l'intérêt de tous. À la fois en tant qu'expert comptable, on a besoin d'avoir des clients qui survivent et qui surmontent cette crise. En tant que contribuable, moins l'impact des conséquences économiques seront lourds, plus on pourra s'imaginer que nos impôts vont pas exploser dans les années qui viennent. Donc, on a tout intérêt à faire en sorte que les conséquences économiques de la crise sanitaire qu'on vit soient limitées au maximum et autant que possible. Donc, évidemment que la priorité, c'est le maintien de l'activité. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Et si les conséquences et les raisons qui obligent à mettre l'activité
en mode réduction avec des activités partielles, c'est lié à des conséquences extérieures. Nos clients, nos fournisseurs, c'est pas le problème, mais nos clients, je pense qu'il faut pas hésiter à y recourir pour ne pas mettre en déséquilibre nos propres exploitations ni celles de nos clients. Donc il faut avoir le bon jugement, priorité en matière d'activité, mais quand on n'est pas en état de le faire, il faut utiliser les dispositifs mis en place par l'État et par le gouvernement. C'est une nécessité. Alors, Xavier, vous êtes reparti. Là, c'est pas moi, là. Je confirme que j'ai rien fait. On va en profiter pour essayer de passer à la question suivante lorsque Xavier nous aura rejoint. S'il nous rejoint un jour. Ça marche ou pas? Oui, ça y est, on vous revoit. Ben, alors, magique, comme vous la question... donc oui, j'avais entendu ce que vous disiez, je crois, enfin, en tout cas le début. Et effectivement, oui, le message important qu'on passe côté gouvernement, c'est que l'objectif de l'activité partielle, et c'est justement pour ça que le plafond était quand même très largement monté, puisque comme vous l'avez vu, en gros, jusqu'à quasiment 5 000 € net, on couvre. C'est quand même une mesure qui est extrêmement puissante. Le but du jeu, c'est justement de permettre aux entreprises de passer la crise. Et si vous faites partie des entreprises qui sont touchées par les difficultés de continuité, bien sûr, vous êtes éligible. Et c'est fait pour. Ok, alors on va passer à la question suivante, qui est de savoir les justificatifs qu'il faut apporter pour justifier la possibilité de mettre en place les règles de sécurité. Donc, effectivement, vous l'avez signalé, hein, Xavier, on a sur le site du ministère du Travail des consignes qui ont été élaborées par l'État. Comment on prouve qu'on ne sait pas faire? Vous pouvez notamment le justifier. Alors, ça dépend des secteurs. C'est très compliqué d'avoir une réponse générique sur ce sujet-là. Pour les chantiers notamment, vous pouvez avoir des cas sur lesquels vous avez nécessairement plusieurs personnes qui sont ensemble avec des ports de charges lourdes ou des choses comme ça, par exemple. Par contre, si vous avez des chantiers qui sont faits, je sais pas, vous faites par exemple de la construction de maisons individuelles et vous avez un plombier et un électricien dans une maison, il n'y a pas de raison d'arrêter le travail. Donc c'est ce genre d'éléments en fait qu'il va falloir montrer en prouvant le caractère spécifique de votre activité et qui fera que dans le cas des marchés que vous avez notamment, le respect de ces mesures n'était pas possible. Si vous avez par exemple des tâches qui sont pas télétravaillables, y compris dans des bureaux, mais que vous avez 4 personnes dans 10 mètres carrés, déjà d'un point de vue droit social, on peut poser la question, mais vous voyez bien que le respect de 1 mètre entre les personnes est pas respecté. Oui, c'est tous ces cas-là qu'il faut prendre en compte. L'objectif étant vraiment de faire attention à ce que autant que faire se peut, d'une part les salariés soient protégés, c'est clair, on ne transige pas sur ce sujet-là, mais que à partir du moment où ils peuvent être protégés, il faut le prouver spécifiquement pour expliquer pourquoi ils ne pourraient pas travailler. Mélanie? Donc par tout moyen en fait. Je disais donc par tout moyen. En fait, il faut apporter la preuve de sa bonne foi par tout moyen. C'est ça, exactement. Et comme je dis, vraiment, l'idée c'est que l'État sera bienveillant. Ce qui ne veut pas dire que ça donne le droit de dire simplement on part en vacances pendant 1 mois et rendez-vous après, l'État paiera, quoi. C'est ça l'idée. Oui, d'accord. Alors, question suivante, quel motif on indique pour les centres de soins, donc kinés, infirmières, dentistes, qui doivent annuler tous les soins non urgents? Est-ce qu'on met conjoncture économique ou coronavirus? C'est une question en fait qui concerne aussi toutes les activités qui n'ont pas d'obligation de fermeture. Est-ce que le motif qu'on indique sur le site de la Direct, c'est conjoncture économique ou c'est coronavirus? Coronavirus. Donc, dans tous les cas, parce que ça nous permet de... Ouais, mettez coronavirus parce que ça génère aussi des difficultés de suivi ensuite dans les systèmes. Donc, autant que faire se peut, mettez coronavirus. D'accord. Donc, toutes les demandes qu'on fait en ce moment, c'est coronavirus l'objet. Ok. Ouais. À moins que vous ayez d'autres raisons d'annuler les interventions, mais tant que ça reste dans ce cadre-là, oui, c'est ça qu'il faut mettre. Alors, la question suivante, c'est en cas de chômage partiel au cours des 36 derniers mois, est-ce que l'employeur peut prendre des engagements et si oui, de quel ordre? Est-ce que l'employeur doit-il prendre des engagements et si oui, de quel ordre? Alors, je suppose que c'est en lien avec la fameuse condition qui dit que si vous avez eu du chômage partiel dans les 36 derniers mois, vous devez prendre des engagements spécifiques. En pratique, sur la période actuelle, là aussi, notre immense mansuétude fera que, à partir du moment où vous justifiez des difficultés liées au coronavirus, on ne vous embêtera pas là-dessus. D'accord. Mais Mélanie, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet des engagements théoriques?
théoriques, ben, c'est toujours les mêmes. En général, c'est maintien dans l'emploi, formation, ce type d'engagement qui se fait en général au cas par cas avec la directe. D'accord, donc ça veut dire que là aujourd'hui, c'est sûr que autant on était obligé de prendre l'engagement de ne pas procéder à un licenciement économique et de maintenir les emplois si on avait recours au chômage partiel, autant j'entends que là, la situation pourrait être différente selon les cas de figure. C'est du cas par cas, quoi. Bah oui, en fait, si vous voulez, voilà, le point qui est important par contre, c'est que dans le cas où il y aurait quand même des licenciements, ce qui peut arriver, puisque les licenciements sont pas interdits sur la période, en France en tout cas, il faut bien entendu que vous ne demandiez pas de paiement d'heures d'activité partielle pour des personnes qui auraient déjà quitté l'entreprise. Oui, mais ça, c'est de la fraude, ça. Mais surtout, c'est un autre sujet. oui. Ça peut arriver. Mais surtout, il faut quand même rappeler que les salariés qui sont en chômage partiel ne peuvent pas être licenciés. Ça, c'est peut-être pas clair à l'esprit de tous, mais on ne peut pas licencier les salariés qui sont au chômage partiel. Donc, il faut attendre la fin de la... Il faut attendre la fin du chômage partiel pour procéder à des licenciements. D'accord. Alors, on va passer à la question suivante. Que faire quand un client qui a fait lui-même sa demande d'activité partielle et qu'il l'a mal remplie? Exemple, pour 5 salariés, le client n'a demandé qu'une heure. C'est l'exemple que vous citiez des 30 heures. Ouais. Alors, j'ai cru comprendre que on vous en a pas mal, vers je nous. vous avoue qu'on en a pas mal. Ah oui, dans ces cas-là, généralement, les demandes vont être invalidées pour qu'elles puissent être corrigées. Si c'est pas le cas, il faudra demander un avenant. Donc, soit vous nous le signalez. Concrètement, le sujet qu'on a, comme je vous le disais, concrètement, le sujet qu'on a, c'est qu'on a des endroits sur lesquels les accès au système sont tellement ralentis qu'on pourra peut-être avoir des dossiers qui vont être rentrés 48 heures avant et on n'aura même pas pu se connecter. Donc, normalement, c'est en train d'être résolu et pour éviter de le traiter après, on les invalidera dans la mesure du possible. Ok. Sur la question de l'avenant, est-ce que l'avenant, on bénéficie des mêmes délais de réponse de la directe, c'est-à-dire que si on formule on formule un avenant, la directe, si elle ne nous répond pas dans un délai de 48 heures, ça vaut acceptation de l'avenant? Ou est-ce qu'il faut appliquer l'ancien délai de 15 jours? Bonne question, mais je n'ai pas le détail de la moulinette, mais ça devrait être 48 heures, c'est la même logique. Ça doit être parallélisme des formes, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, je sais bien que d'un point de vue juridique, tout le monde s'accroche à ces textes, mais en l'occurrence, on s'intéresse surtout au principe. Et le sujet des 48 heures, c'est un non-sujet. Il faut vraiment que vous l'ayez en tête, quoi. Ce qui a été mis en place actuellement, c'est que vous pouvez décider dès maintenant de mettre vos salariés en activité partielle, quand bien même vous ne feriez votre démarche qu'après et jusqu'à 30 jours après. Donc le fait que vous ayez une réponse dans les 48 heures ou pas, si vous me permettez l'expression, on s'en fout, c'est pas le sujet. Vous mettez vos salariés en activité partielle à partir du moment où vous respectez l'ensemble des conditions, et le dossier sera ensuite traité par les différentes moulinettes et au plus tôt possible. Donc la volonté d'afficher un délai fait qu'effectivement il est écrit que c'était à 48 heures, mais sur le fond, ça change absolument rien. Le seul cas où ça change, c'est quand les entreprises auraient la main lourde en mettant plein de gens qui ne devraient pas être en activité partielle en activité partielle. D'accord. Ok. Alors, la question d'après est la suivante. J'ai reçu un refus parce que j'avais peut-être mal expliqué les raisons du recours à l'activité partielle. Quels sont mes recours? Qu'est-ce que je fais? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un refus. Et c'est justement un des sujets qu'on a très souvent. C'est que les entreprises, quand elles ont un refus, quand elles ont un dossier invalidé. Mais comme je disais, un dossier invalidé, ça ne veut pas dire un refus. Ça veut juste dire qu'il manquait des pièces. Donc, il faut compléter votre dossier pour qu'il puisse être validé. Dans le principe, la démarche, elle est claire. C'est à partir du moment où vous respectez les conditions, il n'y aura pas de refus. On va accepter les demandes qui nous sont faites pour pouvoir aider les entreprises. Maintenant, il y aura une grande vigilance, pas parce que on est bienveillant qu'on n'est pas vigilant sur ce qui est proposé et qu'il n'y aura pas de contrôle. Bien sûr. Mais par exemple, on peut avoir un refus parce que la documentation qui a été saisie par le client dans l'espace est coronavirus, c'est plus simple pour moi que mes salariés ne travaillent pas. Donc évidemment, un motif comme ça, je pense que vous refusez. Ouais. Mais en vérité, les vraies raisons, c'est qu'il n'y avait plus de clients, il n'y avait plus de fournisseurs, voilà. Il y avait un vrai motif économique, sauf qu'il n'a pas été documenté. Bah oui, mais à partir du moment où il fait une demande pour un motif qui n'est pas prévu par les textes, et donc notamment le fait que ce soit plus simple, c'est pas dans les textes, là pour le coup, voilà. Tant pis pour lui. Ouais, bah, c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'il faut faire n'importe quoi. Hein. J'entends, mais quels sont les recours dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait?
Ça veut dire qu'en pratique, il faudrait qu'il fasse une autre demande en essayant de mettre les bons motifs, et puis on verra si du coup elle passe. Et si elle passe pas, il peut toujours attaquer. Mais si c'est une demande notamment où c'est plus simple de fermer parce que j'avais pas envie de m'organiser pour, comme vous voulez, de toute façon, il perdra au TA. D'accord, donc Mais avant le TA, on a déjà des cours hiérarchiques, non? Avant le TA. Oui, oui, oui. Enfin, mais encore une fois, le sujet, comme je vous dis, si vous avez des cas où il y a des refus sur des cas qui vous semblent les légitimes, cas de recours signalez-le. possibles. Jusqu'à présent, j'en ai pas vu. D'accord. D'accord. Donc Donc en en fait, tous les général, refus, Allô? c'était des refus pour Ça des marche refus. plus? non, on Ça vous marche. entend, Xavier. On a perdu Xavier. On est C'est revenu. compliqué. Ça C'est y est, je bon? suis revenu. Voilà. C'est Vas-y. bon? Voilà. Alors, ok, donc Non, on j'ai a pas entendu compris. la fin de votre question, maître. Vous disiez si un refus, qu'il y a un recours hiérarchique. Enfin, donc, comme je vous dis, objectivement, enfin, pour l'instant, je n'ai vu aucun refus sur un dossier sur lequel la demande était légitime. Donc, si vous avez des cas pratiques, signalez-le nous, D'accord. mais n'essayons pas simplement de provoquer la question intellectuelle pour le plaisir de la question. C'est pas l'objectif en ce moment. Non, 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 non. non, La question, c'est que non, non, la question, c'est qu'il arrive parfois que le client souhaite traiter tout seul sa demande et n'a pas bien compris de quoi on parle et fait une justification qui est erronée. Voilà, ça peut arriver. Donc la question, Ah, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce ça cas-là? sera Comment on rattrape le coup, quoi? ça sera l'occasion de lui expliquer tout l'intérêt d'avoir recours à vos services. On essaye de Blague l'expliquer. à part. Mais blague à part, voilà, c'est que si c'était vraiment un sujet d'explication, qu'il refasse une demande et puis elle sera traitée. Et si possible, qu'il le signale le plus vite possible, puisqu'il y a quand même le délai des 30 jours où on essaie de le respecter à peu près, quoi. D'accord. Mais encore une fois, Alors, vraiment, si c'est une invalidation, c'est pas un refus, c'est simplement une demande de d'accord. complément. On reformule et on précise. Alors la Exactement. question suivante, que doit-on prendre Est-ce qu'on doit prendre le montant des heures supplémentaires, notamment lorsqu'elles sont structurelles? Beaucoup d'entreprises sont restées aux 39 heures dans la détermination du taux d'indemnisation par l'employeur. C'est-à-dire que est-ce que c'est bien la base des congés payés qui doit s'appliquer? Comment on calcule concrètement le montant de l'indemnité quand on a des heures supplémentaires structurelles? Alors, j'en reparlais encore tout à l'heure avec l'URSSAF, justement, parce que c'est un cas qui va se produire assez souvent. En fait, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où vous avez des gens qui ont un binôme horaire qui fait qu'ils sont à 39 heures. Par exemple, quelqu'un à qui vous dites, vous travaillez 39 heures par semaine et en échange, vous avez 15 ORTT dans l'année. En pratique, le fait d'être en activité partielle fait que ces personnes vont donc être indemnisées sur une base 35 heures sur l'activité partielle et que vu qu'elles vont pas avoir travaillé pendant une période longue, a priori, elles vont avoir des RTT en moins. C'est comme ça que le binôme 39 heures va être géré. Pour le cas où vous avez des personnes qui sont structurellement à 39 heures et qui ont uniquement 5 semaines de congés payés, donc qui ont des heures supplémentaires en continu, eh bien, ces heures supplémentaires seront prises en compte dans le cadre de l'indemnité horaire de congés payés qui est pris en compte dans le calcul. Voilà. Donc, ce fait qu'elles vont avoir une perte légère, de 39 à 35, mais en tout cas, elles Donc, ont une base majorée sur la base horaire. ok, donc si je comprends bien, je prends le montant de la rémunération avec les heures supplémentaires et Ouais. je divise par 151,67 pour Non. calculer le montant de l'assiette. Non? Non, non, non. Vous prenez le montant de l'indemnité de congé payé. Donc, si vous allez sur service public, il y a l'ensemble des choses qui sont dedans. Donc, les heures sup, par exemple, sont dedans, mais le 13e mois n'y est pas, par exemple. Vous divisez par 12, ça vous donne le montant mensuel. Vous le divisez par le nombre d'heures ouvrées comptées à 7 heures par jour sur le mois. Vous multipliez par le nombre d'heures d'activité partielle et ça vous donne le montant de l'indemnité du mois. D'accord, donc en fait, j'intègre le montant de mes heures sup indirectement Allô? j'intègre le montant. Ça Vous rebug? m'entendez ou pas? Oui, mais je paye pas. Oui. Alors, Mélanie, peut-être que vous pouvez nous préciser ça Non, Mélanie, je pense que là, il y a une confusion. Il y a peut-être une Ça confusion. marche. Souvent, c'est que on tient compte des heures supplémentaires structurelles, comme vous l'indiquez, pour les salariés qui sont en continu à 39 heures. En revanche, on n'indemnisera pas les heures entre 35 et 39. C'est le taux horaire qui tiendra compte des heures structurelles, mais on n'indemnisera pas pour les 4 heures supplémentaires. Exactement. Sauf le cas des régimes d'équivalence. Oui, alors les régimes d'équivalence, on en parlera pour les HCR plus tard, je pense. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas de régime d'équivalence.
D'accord. Donc, pour que je comprenne bien, parce que si je suis nul en social, hein, donc si j'arrive à comprendre, je pense que tout le monde aura Moi compris. aussi. Je prends le Moi, montant j'en du fais pas salaire brut. d'habitude, je fais juste pour l'occasion en plus, c'est vrai. Donc, je prends le montant du salaire brut, incluant les heures sup, Ouais. et je divise par le nombre d'heures, je passe 35 heures. Et c'est ça qui me permet d'avoir le montant de la rémunération de référence pour le calcul de mes 70%. Mélanie, c'est OK? C'est comme ça qu'on fait? Oui, c'est OK. C'est OK. Le taux horaire, il est plus élevé, en fait. Il tient compte des heures Voilà, on est supplémentaires. d'accord. Le taux horaire tient Ouais. compte des heures supplémentaires compte tenu de ce Ouais. calcul. Oui, Enfin, D'accord. c'est oui, presque mais ça. Alors, Hein. seul le taux horaire, seul le... Ouais. Allez-y, excusez-moi. Ouais, c'est le allez-y, montant de Xavier. l'indemnité de congé payé hein, qu'il faut prendre. Donc, c'est pas simplement le brut. Si vous avez des gens, par exemple, c'est assez courant qui ont des primes d'ancienneté ou des choses comme ça, il faut les prendre en compte. Hein. On en tient compte aussi. OK. Oui, Très bien. c'est aller sur Parfait. chercher un indemnité congé payé sur servicepublic.fr, vous avez la liste. Et donc notamment l'intéressement, prime de fin d'année, participation, tout ça, c'est pas dedans. Mais par contre, les heures sup, ça y est, les primes d'ancienneté, d'assiduité, d'astreinte, etc., tout ça, ça y est. Et les commissions des C'est tous les commerciaux éléments aussi, de salaire ça y qui est. sont garantis. Voilà. Exactement. D'accord. Ouais. Et la prime, Alors, je pense, et la prime d'ancienneté, elle a été je pense- récemment Et donc, fait pour et les donc cas ce qui veut dire quand même, ça a quelques conséquences, tout ça, pour être bien clair. Premièrement, comme vous l'indiquiez, ça veut dire que des gens qui sont sur une base 39, ils perdent sur les heures entre 35 et 39. C'est vrai. Mmh. Et le corollaire également du mode de calcul, c'est que le montant de l'indemnité horaire va varier selon les mois, puisque c'est en fait le nombre de jours ouvrés dans le mois qui va vous donner le nombre d'heures travaillées. Donc, il faut compter le nombre de jours travaillés dans le mois au mois de mars, puis après au mois d'avril, pour pouvoir actualiser votre base de compte pour le calcul de l'indemnité sur le mois. D'accord. Ça, c'est clair. Voilà. Okay. Je comprends. Alors, toujours sur le même sujet, on parlait des heures supplémentaires, mais quid des rémunérations variables? D'accord. Est-ce que je fais la moyenne des 12 derniers mois? Comment ça marche? Maître, vous voulez répondre? C'est la même chose que pour les heures supplémentaires. Il faut raisonner de la même manière. Vous calculez le maintien de salaire, donc vous prenez l'ensemble des salaires et vous le divisez comme vous le disiez tout à l'heure. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence de traitement. Ce sont dans la mesure où c'est du salaire et que c'est pris en compte, que ce n'est pas de l'exceptionnel. Toutes les primes exceptionnelles ne sont pas prises en compte, mais lorsque c'est une commission, c'est attribué en contrepartie du travail, ça doit entrer dans l'assiette de calcul des congés payés. Et donc dans l'assiette de calcul de l'indemnité. Ok, la question suivante est en lien direct avec ce qu'on vient de dire, c'est par contre le cas d'un VRP dans l'immobilier, un fixe faible et chaque mois des commissions, donc même principe, on fait le calcul, parce que là évidemment dans l'immobilier tout s'est arrêté, les visites sont plus possibles. Alors justement, la réponse dans ce cas-là est oui et non, puisqu'il y a à mon sens deux questions dans la question et que le traitement est différencié. Ouais. Dans l'immobilier, très souvent, ce sont des gens qui sont des mandataires, et les mandataires ne sont pas VRP. C'est un statut différent, avec un enregistrement en préfecture, qui sont des indépendants, qui sont soit en indépendant, soit en EURL. Dans ce cas, la réponse est plus simple, puisqu'ils ne sont pas éligibles à l'activité partielle. Ils sont éligibles au fonds de solidarité. Par contre, c'est l'autre dispositif où je vais proposer qu'on puisse en discuter, mais ça pourrait être fait à un autre moment. Pour le cas des VRP, par contre, les VRP, il y a un autre texte qui doit sortir dans les jours à venir qui nous dira comment est-ce que ça doit être pris en compte. Jusqu'à présent, les VRP qui sont sur multicarte n'étaient pas éligibles, mais ils vont le devenir, notamment pour les multicartes, normalement. Donc, attendons le texte qui doit sortir dans les jours à venir. Et je me suis fait virer de l'outil. Non, non, vous êtes là. Alors, Mélanie, je vois qu'il y a on n'a pas dû être clair parce que je vois qu'il y a plein de questions sur cette histoire de... la période, c'est quoi? C'est les 12 derniers mois. Donc, je prends la moyenne. Je ne vous ai pas entendu, je me suis fait virer encore une fois. Non, j'étais en train de regarder les messages qui étaient posés sur le chat. Et, bon, il y a plein de questions, personne n'y comprend rien à cette histoire de maintien de rémunération, d'heures supplémentaires et de primes. Essayons d'être beaucoup plus clairs. En général,
En général, les congés payés, il y a les deux règles. La règle du 10% et la règle du maintien de salaire. Très peu appliquent la règle réelle du maintien de salaire. En général, on applique le même salaire que le mois précédent. Mais c'est pas la règle. La règle du maintien de salaire, on doit normalement appliquer la rémunération au titre de l'année précédente, au titre, en fait, de l'année du calcul des congés payés. Et c'est sûr que c'est une base annuelle. Mais c'est vrai qu'en pratique, très peu d'entreprises le font. Ou soit elles appliquent les 10%, parce qu'en général, les 10%, c'est plus favorable que la règle du maintien de salaire. Donc, normalement, on doit prendre la période de référence de calcul des congés payés, et pas l'année civile en plus. Supportable, ce truc. Non, donc, non, mais on vous voit, Xavier. Donc, on fait pour le calcul de l'assiette à prendre pour les 70% d'indemnité exactement la même chose que ce qu'on fait pour les congés payés. C'est ça. En fait, le texte du Code du travail renvoie à l'article sur le calcul des congés payés, l'assiette des congés payés. Donc, en fait, il n'y a pas c'est exactement la même technique. Ok, donc si on sait calculer les congés payés, on sait calculer. Ok, donc c'est clair. C'est pour ça que le problème se pose souvent pour les entreprises quand ils veulent le faire eux-mêmes, mais en général, pour les experts comptables, normalement, ils savent calculer les congés payés. D'accord. Et alors, lorsqu'on a, par contre, quelqu'un qui est rémunéré sur 39 heures, et compte tenu du fait qu'on ne l'indemnise que sur 35 heures, je prends cette assiette de congés payés que je divise par le nombre d'heures sur base 35 heures. Donc, si c'est un mois complet, 151, 67, et ça me donne mon assiette. Alors, expliquez-moi. Non, vous prenez le nombre, ce que je disais tout à l'heure, le nombre de jours ouvrés dans le mois, fois 7. Ça vous donne votre indemnité horaire et vous multipliez par le nombre d'heures d'activité partielle du mois. Et ça vous donne votre indemnité d'activité partielle. D'accord. Donc, si par exemple, j'étais ce mois-ci, par exemple, c'est 154, par exemple. D'accord, ça dépend des mois. En fait, il n'y a pas de mensualisation là. Il n'y a pas de mensualisation. En fait, vous n'appliquez pas 4 en 3. Vous ne faites pas la règle des 35 heures fois 4 en 3. Vous faites directement par jour ouvré. Moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est ça. C'est qu'en fait, vous prenez le nombre de jours ouvrés dans le mois vous multipliez par 7, ça vous donne le nombre d'heures travaillées dans le mois. Vous divisez votre indemnité de congé payé du mois par ce nombre-là, ça vous donne le montant horaire, et vous le multipliez par le nombre d'heures d'activité partielle dans le mois, et ça vous donne le montant de l'indemnité d'activité partielle, enfin fois 70% bien sûr, et ça donne le montant d'activité partielle. Voilà. Ok, bon, j'espère que c'est beaucoup plus clair. Moi, il y en a qui dit plus on écoute, moins c'est clair. Je ne vais pas expliquer encore suffisamment bien, mais on vous fera un petit tableau si vous voulez. En fait, je pense que j'ai pas accès au chat, alors c'est quelque chose. En fait, la seule différence, c'est qu'on revient bien aux 35 heures, parce que quand vous dites 7 heures par le nombre de jours ouvrés, ça veut dire qu'en réalité, vous appliquez bien 7 fois 5, 35, donc c'est bien sur une base 35 heures. Sauf que vous appliquez en jours ouvrés, c'est-à-dire que en paye, on n'applique pas par des jours ouvrés. En paye, on multiplie par 4 en 3. On fait une mensualisation pour que les salaires soient le même tous les mois. En tout cas, on a des spécialistes de la tech qui font comme ça. On fait comme vous voulez. Bon, alors, pour être clair, imaginons que j'ai un salarié qui est payé 2500 €, base 35 heures, mais qui fait 39 heures par semaine. Donc, ça lui coûte, il est payé en fait 2500 plus 500 € d'heures supplémentaires, donc 3000 € par mois, une base 39 heures. Il est en arrêt d'activité, chômage partiel, depuis le 15 mars. D'accord, la moitié du mois. Concrètement, je fais quoi? Je prends quoi? 3000 €. Donc 3000 € multiplié par 12. Objectivement, sur ce sujet-là, je ne suis pas sûr que vouloir résoudre le cas à l'oral soit le plus simple. Vous avez sur le site du ministère plusieurs exemples de calculs qui vous donnent l'ensemble des lignes, etc., qui vous permettront de regarder ça en détail. Je crois qu'il y a beaucoup de questions de principe autres qui sont peut-être plus intéressantes à traiter pendant le call avec vos collègues, parce que sinon on risque de pas pouvoir les traiter, et c'est celles-là auxquelles ils ne trouveront pas de réponse ailleurs. Mais comme vous le voulez. D'accord. Bon, on va essayer de faire un exemple qu'on fera passer à tout le monde, parce que sinon ça va être... L'exemple, objectivement, avec l'évolution de la règle, en plus, c'est quand même vachement plus simple, parce que maintenant qu'il y a un minimum d'activité partielle à 8,03, donc quel est le montant du SMIC, vous n'avez même plus besoin de vous embêter à comparer avec le montant de la CSG CRDS par rapport au SMIC net, et vous n'avez pas besoin non plus de calculer une RMM et l'imposition qui va dessus. Donc objectivement, c'est plus simple que d'habitude. Mais vous devrez pouvoir y arriver.
on fera des cas pratiques qu'on enverra à tout le monde, comme ça sera plus simple. Alors, on va passer à la question d'après. Comment calculer l'indemnité pour un salarié au forfait jour? Alors, pour les forfaits jours, c'est compté par demi-journée et avec des journées de 7 heures. Donc, si vous le mettez en AP pendant une demi-journée, c'est 3h30. Une journée complète, c'est 7 heures. D'accord, on forfaitise les forfaits jours sur une base 35 heures. Ouais. Alors, ce qui veut dire, ça c'est une question intéressante parce que ça veut dire qu'un salarié qui est en forfait jour, donc il n'a pas une référence horaire sur son bulletin de salaire. Je prends son forfait jour et je divise par 151,67 h pour avoir son taux horaire, parce que je dois convertir des jours en taux horaire. Ce qui est le contraire du principe du forfait jour. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait prendre le nombre de jours fois 7 heures. Vous n'avez pas envie de me croire, vous faites comme vous voulez. D'accord, donc on regarde le nombre de jours de travail dans le mois. Ça donne un taux horaire très élevé parce que en fait, un salarié qui est en forfait jour, ça compense, ça inclut les heures supplémentaires qu'il est amené à effectuer. Donc, en fait, quand on prend son forfait jour, on a un taux horaire pour un forfait jour très élevé. Bah, il est plafonné. Et donc, c'est vraiment ça. À 4 fois et demi le SMIC. Oui, mais à 4 fois et demi le SMIC. Ok, alors, on va passer à la question suivante. Est-ce qu'il faut privilégier la mise en congé payé de 6 jours à l'activité partielle? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser cette possibilité? Ou est-ce qu'on peut ne pas mettre ses salariés en congé payé et mettre tout le monde en activité partielle? Alors, ce qu'a annoncé le ministre, c'est que la demande, c'est d'avoir une mesure de solidarité à la fois des salariés et des entreprises pour pouvoir avoir une utilisation des congés de manière préférentielle, de sorte que l'ensemble de la charge repose pas nécessairement sur le système d'activité partielle et donc sur l'État. Il y a plusieurs raisons qui sont importantes pour cela. La première, c'est que les salariés y perdent, comme vous l'avez noté, quand ils sont en activité partielle, puisqu'il y a le multiple de 70%, et donc ils n'ont pas la totalité de leur rémunération, alors que quand ils sont en congé, ils gardent leur rémunération. L'autre sujet, c'est que, comme vous le savez, beaucoup d'entreprises ont des congés qui se terminent fin mai. Et donc, si on a tout le monde qui est en activité partielle maintenant et que juste après la période d'activité partielle, les salariés veulent solder leur congé, vous allez vous retrouver avec plus personne dans les entreprises pour pouvoir reprendre l'activité sur la fin de la période. Donc, ce qui va générer d'autres difficultés. Donc, c'est pour ça que dans les textes qui sont sortis, il est permis justement de pouvoir, avec un délai de prévenance extrêmement bref, mettre des salariés en congé pour un nombre de jours pour aller jusqu'à 10, pour permettre d'une part d'apurer des congés, d'autre part d'avoir une charge partagée entre les entreprises et l'État, et d'autre part maintenir la totalité du salaire pour les salariés concernés. Vous avez parlé le souci, c'est que c'est un accord. Pas compris. Vous avez parlé de 10 jours. Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, mais ma maître a posé une question tout à l'heure, je n'ai pas entendu. Ouais. Oui, alors on va les prendre dans l'ordre. La mienne était, vous parlez de 10 jours, alors que j'ai cru comprendre que c'était 6 jours. C'est 6, mais vous pouvez aussi avoir des jours de RTT. D'accord. Avec un total de 10 jours. Ok, Mélanie, vous avez une question. La problématique que nous rencontrons, c'est que c'est subordonné à un accord d'entreprise. Donc, pour les petites entreprises, compliqué d'organiser un référendum quand elles peuvent le faire en période de confinement. Enfin, je trouve que c'est un peu un obstacle à la mise en œuvre. Une bonne question, je ne sais pas. Je regarde, je vous dis. C'est la réponse. Oui, parce qu'il y a deux conditions, c'est soit un accord d'entreprise, soit un accord de branche. Mais je doute que des accords de branche aient été signés entre le moment de l'annonce et aujourd'hui. Non, mais surtout, c'est très compliqué aujourd'hui d'organiser, de réunir les salariés, d'organiser un système de vote. C'est très compliqué. On voit bien que pour pouvoir avoir une mesure qui soit efficace, c'est compliqué. D'accord. Je ne sais pas. Mais je pose la question, je vous dirai. Ok. Ce que je note, c'est qu'il n'y a pas de préalable obligatoire de mise en congé payé avant l'activité. C'est une recommandation qui est faite. C'est pas une. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Alors, on va passer à la question suivante. Parce que l'heure tourne. Quid d'un salarié qui tombe malade pendant le chômage partiel? Oui, mais il passe en arrêt maladie. Ok. Ça, c'est simple. Question suivante. Quel est le régime social des indemnités complémentaires versées par l'employeur? Est-ce qu'on doit soumettre à cotisation? Est-ce qu'on a aujourd'hui une position qui est claire sur ce sujet?
va pas vous plaire parce que la réponse est compliquée. La réponse est ça dépend. Le reste avant, c'était vachement simple. À côté de ça, donc, voilà, être attentif. En fait, le régime est que quand vous êtes donc sur l'AP avec une base à 70% du salaire brut, quand vous avez une majoration qui est appliquée, que la majoration soit conventionnelle ou volontaire, c'est-à-dire qu'on a des boîtes aussi qui nous disent je veux payer plus mes salariés, comment je fais? Et il y en a d'autres où c'est la convention collective qui impose de maintenir la rémunération des salariés. Quand c'est, dans quel que soit le cas, dans la limite du montant de l'indemnité de congé payé, eh bien, ça s'applique uniquement à CSG, CRDS. Donc, vous pouvez appliquer, c'est le 6,2 plus le 0,5 de charge. Ça, c'est simple. La question à laquelle j'ai pas encore de réponse, et on m'a dit qu'effectivement, j'ai bien fait de la poser, c'est quid quand on va au-delà? Notamment, pour vous reprenez le cas de vos personnes qui sont à 39 heures et qui vont être indemnisées sur une base 35. Si vous voulez les repasser sur une base 39 et donc payer la somme qui de toute façon, parce que la majoration que vous pouvez faire, elle est de toute façon plafonnée sur une base 35. Si vous allez au-delà de la base 35 heures, vous êtes même à 100%, vous êtes au-delà de toute façon de l'indemnisation qu'on peut avoir au titre de l'activité partielle. Et le solde, la question est de savoir quel est le régime fiscal et social qui s'y applique, dans la mesure où si c'est considéré comme du salaire, ça pose la question d'avoir un travail en phase du salaire, puisqu'il n'y a pas de travail qui est fait par nature, puisqu'ils sont en AP. Et l'URSSAF m'a dit qu'effectivement, c'est une très bonne question. Donc, à ce stade, j'ai pas la réponse. D'accord. Donc, en fait, mais normalement, si vous êtes sûr qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui iront plus loin que 35 heures sur une base complète à 100%. Ah non, là, c'est pas la réalité. En fait, il y a beaucoup de petites entreprises qui sont restées sur des bases 39 heures et qui souhaitent mettre au chômage partiel parce qu'elles n'ont pas le choix leurs collaborateurs, mais prendre à leur charge le complément de rémunération pour qu'il n'y ait pas de baisse de rémunération. Alors, le fait de maintenir à 100% sur une base 35, et maintenir à 100% sur une base 35, ça entraînera nécessairement une baisse de salaire. Bah oui, c'est ce que je vous dis. Donc ça veut dire qu'on est obligé de maintenir la rémunération sur une base 35. Je suis pas sûr d'avoir été clair, je recommence. Oui, mais je suis pas sûr d'avoir été clair, je recommence. À l'heure actuelle, vous avez l'indemnité d'activité partielle qui, cette indemnité, n'est pas soumise à charge patronale et est uniquement soumise à cotisation donc 6,2 et 0,5, CSG, CRDS. Ça, c'est pour le montant de 70% de l'indemnité de congé payé. Si vous allez jusqu'à 100% de l'indemnité de congé payé, que ce soit pour une raison conventionnelle ou pour une raison volontaire, ce montant-là reste soumis uniquement à 6,2 et 0,5, CSG, CRDS. La question, c'est quel est le statut social et fiscal de la part qui dépasse. Pour la partie fiscale, c'est relativement simple puisque ça sera de toute façon imposé à l'impôt sur le revenu. Pour la partie sociale, apparemment, ce sera imposé comme des heures travaillées. Sauf que la question, c'est de savoir dans quelle mesure ça peut être imposé comme des heures travaillées alors que c'est pas des heures travaillées. D'accord. Donc. Oui, mais ça c'est pas un problème pour l'URSSAF. L'URSSAF nous applique souvent des charges sociales sur des primes qui ne sont pas travaillées. Si vous ne donnez pas une prime exceptionnelle, si vous chargez. En fait, c'est la contrepartie du travail, enfin la contrepartie, parce que dès que vous avez un contrat de travail, vous payez des charges sociales. Donc en fait, en réalité, je pense que la partie qui dépasse les 35 est chargée. J'étais avec la chef du service juridique de l'URSSAF tout à l'heure, elle n'avait pas la réponse. Et j'ai posé la question à la DSS et pour l'instant, ils ne savent pas répondre non plus. Donc si vous avez déjà trouvé la réponse, tant mieux, mais je confirmerai leur réponse dès que je l'aurai. Moi, c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai donné comme conseil préventif à mes clients, c'est de considérer que c'était chargé. C'est chargé, mais la question, c'est est-ce que c'est cohérent avec le fait qu'il n'y a pas d'heure de travail en face? Moi, je suis désolé, je n'ai pas compris. Donc, quand vous dites que dans la ligne... Concrètement, si vous prenez la fameuse indemnité de congé payé, celle que vous adorez depuis tout à l'heure, et vous faites sur une base 35 heures. Dans ce montant-là, vous chargez uniquement à CSG, CRDS. D'accord. Si vous payez plus, il va falloir payer les charges sociales. A priori, c'est ça la réponse. Mais la question, c'est est-ce que c'est considéré du coup comme... Parce que si vous voulez, le problème, c'est que si on a un peu l'esprit d'escalier, on se dit, bah oui, ok, je le comptabilise comme des heures travaillées et je l'impose là-dessus, ce qui veut dire que pour le mois prochain, ça va augmenter ma base de rémunération puisque j'aurai eu de la rémunération en plus, et même si c'est au titre d'heures pas travaillées.
Ça pose quand même quelques questions de principe derrière. À ce stade, je leur ai signalé le sujet et on n'a pas de réponse. Donc, je ne sais pas encore. D'accord. Donc, si je suis sur une base 39 et que je veux maintenir le salaire, le complément que je vais devoir verser sera en partie, donc les 30% sur la base 35 seront exonérés. Ouais. Ça sera à CSG CRDS uniquement. D'accord. Par contre, la partie qui dépassera la base 35 pour aller jusqu'à 39, elle serait soumise à cotisation. A priori, sera cotisation. Ouais. Ok. Et savoir s'il y aura une extorne pour le reste et le calcul, notamment du montant de la rému, etc. et tout, j'en sais rien. Je n'ai pas encore la réponse. D'accord. Par contre, on est d'accord que si on est sur une base 35 heures et qu'on maintient le salaire, là, il n'y a même pas de question à se poser. C'est 100% exonéré de cotisation. On a juste la CSG. 100% CSG CRDS. D'accord. Le seul problème, c'est les heures supplémentaires. Ok. On va peut-être passer à la question suivante alors. Donc, question suivante. Une fois les heures déclarées sur le site, quel est le délai pour que l'employeur réceptionne son indemnisation? Tout va bien, on peut espérer que ce soit payé dans le mois. Ah, dans le mois. Pas 12 jours. Je croyais avoir vu 12 jours. Oh, en 12 minutes même, on y arrive. Non, on peut. On a parlé effectivement de 10 jours, 20 jours, donc bon, il est prudent d'estimer qu'il faudra un mois pour obtenir. Objectivement, oui. Ouais. Il y a toutes les moulinettes qui sont en train d'être mises en place, mais comme vous le savez, vous deviez déjà recevoir les codes pour vos comptes en 48 heures. Donc je veux bien vous dire que c'est 48 heures ici aussi si vous voulez. Mais objectivement, pour la sécurité de vos clients, prévoyez la trésorerie large. Dans le cas d'ailleurs, c'est vraiment un message important, c'est que on sait très bien vous le pressentez aussi qu'il va y avoir quelques sujets sur ce système de paiement. Dans le cas où vous avez des entreprises qui sont vraiment justes d'un point de vue trésorerie, il ne faut pas hésiter à avoir recours aux prêts garantis par l'État. C'est justement fait pour ça. Alors, même si ce n'est pas le sujet du jour, juste en 2 mots, vous pouvez avoir un prêt qui va jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise avec une garantie d'État dessus. Donc, ça peut permettre de combler le gap de trésorerie. Oui, évidemment. La trésorerie, c'est pas la directe, c'est les banques. Alors, la question suivante. Quelle est la date de fin? Vous y avez déjà répondu. Donc 30 juin. 30 juin. On est d'accord. Et puis, on n'est pas obligé de consommer tout ce qu'on demande. Pour toute la cause. C'est pas le but d'ailleurs. Voilà. Comment est-ce qu'on peut prolonger la date si jamais on a fait une demande au 15 avril ou au 30 avril et qu'on s'aperçoit que c'est trop court? Avenant sur la demande, comme tout à l'heure. On fait un avenant, très bien. La question suivante a dû être résolue empiriquement par mes confrères et mes consoeurs. Beaucoup n'ont pas reçu la réponse. Ils ont quand même dû faire des bulletins de salaire en mars. Il y a 2 écoles. Ceux qui ont versé des acomptes en attendant des précisions et des confirmations de la directe, et ceux qui ont supposé que la directe avait donné son accord et qu'à partir du moment où vous avez fait la demande, c'était le bon schéma. Quelle est la bonne méthode à vos yeux? L'acompte. Pour plusieurs, faites comme vous voulez, mais concrètement, le sujet, au-delà de savoir s'il faut savoir si la réponse de la directe est arrivée ou pas, c'est surtout de savoir si les informations qui sont sur le bulletin sont justes ou pas. Notamment parce qu'il y a des dispositions qui sont pas encore toutes sorties et qui font que peut-être que les calculs que vous avez faits avec les règles qui étaient antérieurement valables ne seront plus applicables avec les nouvelles modalités. Donc, ce que vous pouvez faire, et justement échanger avec l'URSSAF tout à l'heure pour être sûr qu'il n'y ait pas de contrôle de la patrouille qui se mette en place directement, c'est que vous pouvez mettre en place un acompte qui correspond au montant que vous estimez être dû ce mois-ci, et faire la correction sur les bulletins du mois d'avril où vous reprendrez l'ensemble des éléments avec une fois que l'ensemble des éléments seront connus et que les logiciels de paye seront à jour. Parce que notamment, la majoration du minimum d'activité partielle à 8,03 fait que vous allez vous n'aurez pas de RMM, par exemple, alors que c'est le cas d'habitude. Les montants qui ont été mis pour les apprentis ou pour les contrats de pro, c'est que vu qu'ils sont pas minorés, là aussi, il faut payer la totalité de leur indemnité. Enfin, il y a plein de règles qui sont en train d'évoluer en ce moment, et on va bien sûr être compréhensible sur le fait qu'il est possible d'avoir du retard sur la prise en compte de la réglementation chez les professionnels, et donc que si l'ensemble des éléments sont pas encore à jour, c'est pas grave, quoi. On va faire avec. Ce qui serait important, c'est que ce soit rectifié pour que ce soit bon dès que possible.
D'accord. Donc pour vous, pas de bulletin de paye en mois de mars. On verse un acompte Si. et on Enfin, régularise. faites un bulletin dans lequel vous mettez pour les heures travaillées, vous faites l'ensemble des cotisations comme habituellement. Et puis vous pouvez mettre D'accord. un premier élément d'activité partielle avec le montant de l'indemnité estimé. Et puis si derrière il faut corriger, vous corrigerez. D'accord. Donc on fait une estimation quand même de ce qu'on envisage de reverser comme indemnité. On fait un bulletin de paye pour les heures travaillées. On verse une indemnité et on corrigera éventuellement en avril si on s'est trompé. C'est ça. D'accord. C'est après à vous de voir comment vous voulez le gérer, mais ce sera sûrement plus simple d'avoir une seule ligne avec votre estimation actuellement et de déduire ce montant ensuite, plutôt que de devoir annuler toutes les lignes que vous avez mises sur votre bulletin s'il y a des corrections à apporter, de refaire toute la ligne. Mais ça, c'est vous qui êtes juge. D'accord. Ok. Alors, ensuite, la question d'après, est-ce qu'on peut cumuler activité partielle et licenciement économique? Je crois qu'on y a déjà répondu. On va passer à la suivante. Si une demande d'activité partielle a été faite, mais que le salarié fait entre-temps une demande de congé maternité pour garde d'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On bascule. Puisque le salarié, en fait, quand vous faites la demande d'autorisation, c'est toujours le même principe, c'est que vous demandez pour pouvoir placer le salarié en activité partielle, ça ne veut pas dire qu'il le sera. Donc, en pratique, votre salarié passe en arrêt de travail. Et puis, quand vous faites votre bulletin, vous constatez il a travaillé certaines heures, était en activité partielle d'autres, et puis il y a une partie sur laquelle il est en arrêt de travail. Donc, avec les IJ, etc. Ok. On va faire bosser un peu Mélanie avec la question suivante. On a un client qui doit rouvrir, il est boulanger. C'est important qu'il ouvre si on veut du pain. Et il a mis en place les mesures sanitaires, sauf les masques, évidemment, il n'y en a pas. Mais il y a une salariée qui n'a pas voulu reprendre son travail. Est-ce qu'on doit lui adresser une mise en demeure? Est-ce qu'elle peut faire valoir un droit de retrait? Quelle est la règle? Eh bien, elle peut s'opposer à reprendre le travail parce que l'employeur ne l'a pas mise en mesure de pouvoir être protégé. Et comme l'employeur pèse une obligation de sécurité, dès lors que le masque n'a pas été fourni, d'autant plus que j'imagine qu'elle peut être en contact avec la clientèle, si elle est par exemple une serveuse qui distribue le pain, elle sera donc en danger. Donc l'employeur n'aura pas respecté son obligation de sécurité, il ne pourra donc pas sanctionner la salariée parce qu'elle refusera de venir. D'accord, parce que dans la mesure... C'est des commerces qui sont autorisés. À partir du moment où les mesures barrières sont respectées, ils ont tout à fait le droit de travailler. Donc le droit de retrait n'est pas un droit absolu. C'est pas le droit de retrait, c'est que là, on a des obligations de mettre le salarié dans une situation de protection. Et là, il n'y a pas d'obligation d'avoir un masque dans ce cas-là. Elle ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Alors, la question, en fait, c'est... Ultérieurement, les salariés peuvent avoir un accident du travail, qui va falloir que la sécurité n'a pas de... Il y a des guides qui ont été publiés par le ministère qui permettent de ne pas avoir de masque dans toutes les professions. À partir du moment où le masque n'est pas imposé par les autorités sanitaires, le fait de ne pas avoir un masque n'est pas une raison pour permettre à un salarié de bien travailler. Voilà, je crois que c'est ça la question. Vous avez tous les deux raison, en fait. Voilà, vous avez tous les deux raison, en fait. La question, c'est... Concrètement, ça revient. Si vous avez un salarié qui refuse pour ça, alors que les mesures sanitaires sont mises en place, soit votre salarié dit moi j'exerce mon droit de retrait et je viens pas. Dans ce cas-là, c'est pas un droit absolu et donc ça correspond à aussi, vous pouvez lui demander de revenir travailler. S'il veut pas, ça correspond à une absence non justifiée et c'est pas payé. Soit l'autre salarié considère qu'il y a un sujet de danger grave et imminent, ce qui revient au droit de retrait, etc. Et au ce cas-là, il sera pas caractérisé non plus. Donc, vous pouvez toujours en référer à l'inspection du travail si vous voulez, mais il y a des guides qui ont été très précis qui sont sortis. Oui, non, mais les masques sont indispensables, en plus dans le commerce. Vous ne pouvez pas ne pas mettre à la disposition de salariés un masque dans le commerce. Mais attendez, vous avez le droit d'avoir un avis, il y a une position officielle qui est portée au niveau des ministres, c'est pas celle-là. Oui, on verra aujourd'hui. Comme d'habitude, on verra après. Aujourd'hui, c'est que justement, il a été établi pour chacune des professions des guides qui permettent de savoir ce qu'il y a à faire ou pas. Il y a des professions pour lesquelles c'est imposé, il y en a d'autres où ça ne l'est pas. Par exemple, des agriculteurs qui nous expliquent que dans un champ, il faut avoir un masque pour être protégé. Bah non, quand on est tout seul dans un champ, on n'a pas besoin d'un masque pour être protégé. Vous conviendrez que dans une boulangerie, on est quand même très proche du client. Bah, vous avez aussi des gens qui sont dans le fournil et qui sont loin du client. Alors, oui, mais ok, j'entends ce que vous... Mais non plus, non, mais non plus. Enfin, je veux dire, vous pouvez considérer qu'on peut maximiser, mais c'est faux. Ouais.
Est-ce qu'il existe un bouton qui me permet de C'est faire votre taire tout le position, monde? Alors, en fait, Mélanie, pour qu'on on va passer à la question suivante parce qu'on est déjà à 18h25. Si on est d'accord, à partir du moment où les mesures sanitaires ont été prises dans leur intégralité, le donc il faut salarié se ne prend référer aux pas mesures plus. sanitaires, le salarié peut arrêter de travailler. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, voilà. Donc la question c'est est-ce que les mesures sanitaires imposent le port d'un masque? Il faut aller vérifier sur le site du ministère du Travail. Si c'est le cas, à ce moment-là, le salarié peut se retirer. Si c'est pas le cas, le salarié doit continuer à travailler parce que c'est pas une obligation qui est imposée par l'État. Voilà. Et donc il y a des fiches qui sont en train de sortir. On va sur le ministère du Travail et on retrouve toutes les fiches avec la liste des mesures sanitaires. Elles ne sont pas toutes. Le problème, c'est que les problèmes les fiches sortent après. L'employeur, il a une question qui est directe, immédiate à prendre. Il ne peut pas prendre de risque avec les salariés. Ce n'est pas possible, d'autant plus que les salariés peuvent engager la responsabilité de l'employeur. Ce n'est pas l'État qui va engager la responsabilité de l'employeur. Bien sûr, mais la responsabilité des employeurs, elle est aujourd'hui. La responsabilité des employeurs est aujourd'hui essentiellement basée sur le manquement à l'obligation de sécurité. Elle est dans tous les contentieux, l'obligation de sécurité est le premier chef de demande. Et c'est une appréciation, et c'est l'appréciation des juges. Ils vont faire valoir, le salarié pourra très bien faire valoir que, en plus, politiquement, il y a eu plusieurs diverses, c'est important, c'est pas important, le masque doit être porté, on sait tous très bien que le masque c'est quand même important, peu importe, et c'est le juge qui décidera si, au bout du compte, le salarié a commis un abus ou si c'est l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité. Oui, mais à partir du moment où les éléments ont été appliqués. En tant qu'employeur responsable, il faut fournir le matériel nécessaire pour que le salarié puisse, surtout dans un commerce, ne puisse avoir des masques et ne pas être en contact avec la clientèle directe. Et puis, en tant qu'employeur responsable, vous pourrez poser la question de savoir si un commerce qui est essentiel à la vie du pays et qui est listé comme les commerces qui devraient rester ouverts a le droit de fermer pour des considérations de ce style. Non, mais la question qui se pose est de savoir si l'employeur assume une responsabilité qui va au-delà des contraintes qui lui sont imposées en termes de sécurité sanitaire en l'état actuel. D'accord, on peut pas imaginer qu'à chaque entreprise. À partir du moment où les mesures sanitaires ont été publiées, qu'il y a une trentaine de branches sur lesquelles ça y est, le commerce fait partie justement des commerces sur lesquels ça a été fait. Il y a des mesures, notamment, y compris dans les grandes surfaces, qui ont été prises en compte pour que les caissières puissent travailler en sécurité, l'ensemble des autres professions aussi. C'est justement pour ça qu'ils n'ont pas été fermés. Donc, à partir du moment où ces mesures sont respectées, l'employeur n'a pas de crainte à avoir, puisque justement, il les respecte. S'il les respecte pas, par contre, oui, il y a un sujet. On va avancer parce qu'il reste encore quelques questions. On a suspendu la période d'essai du fait de la mise en activité partielle du salarié. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce qu'il en est de même pour le préavis en cas de rupture conventionnelle? Donc, le préavis, pour la période d'essai, oui, l'activité partielle suspend l'essai, puisque l'objectif de l'essai, c'est d'apprécier les qualités du salarié. Donc, comme il ne peut pas travailler, on ne peut pas vérifier si il est apte à occuper le poste. En revanche, pour le préavis, il y a de la jurisprudence et même l'ancienne circulaire qui indique que c'est sans impact sur le préavis, ni sur la date du préavis, ni sur l'exécution du préavis. En revanche, l'indemnisation n'est pas celle de. Enfin, il y a un texte du Code du travail qui prévoit que l'indemnisation n'est pas celle de 70% et le préavis doit être maintenu. Même comme si le salarié n'était pas en activité partielle. D'accord. Alors, la question d'après est de savoir si on doit tenir compte du salarié en préavis période d'essai dans le cadre d'une demande d'activité partielle. Oui. Ben oui, c'est les salariés qui sont concernés. Dès qu'ils travaillent, ils sont concernés par l'activité partielle. Est-ce que l'homologation par la directe d'un PSE est suspendue en cas de demande d'activité partielle? Non. Ce qui est quand même demandé aux entreprises en ce moment, c'est que, comme vous l'avez remarqué, les équipes sont un peu mobilisées sur les sujets d'activité partielle. Donc, s'ils peuvent différer les processus liés au PSE, c'est quand même mieux. Néanmoins, il n'y a rien qui interdit de mener un processus à son terme en ce moment. Super. En sachant qu'il y a des guides qui sont sortis là aussi sur les signatures, donc que ce soit pour les PSE ou l'ensemble des accords, il y a différentes mesures pratiques qui ont été diffusées. Après, il faudra demander à maître si notre avocate pense que même une signature papier peut être contaminante ou pas, aussi il faut qu'il désinfecte les papiers, mais en attendant, il y a le droit. Vous êtes cynique. Vous êtes cynique. Toujours.
Alors, on a un client qui a obtenu un accord officiel de la Directs pour une prise en charge d'activité partielle avec une période qui démarre le 1er février. Donc, on a quelqu'un qui a anticipé le confinement. Est-ce qu'il sera indemnisé sur le mois de février à hauteur de 70% du salaire brut ou ça sera plafonné au montant du SMIC comme c'était avant la règle? Quelle est la rétroactivité de la nouvelle règle? C'est uniquement à partir du 1er mars. Toutes les heures qui sont avant le 1er mars seront sur l'ancienne règle. D'accord. Donc pour le mois de février, c'est le forfait qui s'appliquait de 7 €. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont fait des demandes au titre du mois de février et qui n'ont pas encore introduit leur demande dans le système ces derniers jours, pour le coup, il va y avoir du retard sur le paiement puisqu'il n'y a qu'une seule moulinette de paiement à la fois et donc ça devrait être traité ensuite. Est-ce que vous leur conseillez de formuler un avenant dans ces conditions? Non. Non, le sujet, c'est que on peut avoir une demande d'autorisation sur une période qui est longue. Par contre, la demande d'indemnisation se fait ensuite par période. En général, les entreprises le font directement après la paye pour réussir à obtenir la trésorerie. Et donc, s'il y en a qui l'ont fait au titre du mois de février, mais qui, arrivé fin mars, début avril, n'ont pas encore fait la demande d'indemnisation au titre du mois de février, il va y avoir du retard, c'est clair. Je dis autrement, la demande faite au titre du mois de mars, c'est d'abord. La question d'après porte sur les intermittents. Dans le cas d'un contrat annualisé avec un engagement minimum, est-ce qu'on peut les intégrer dans une demande de chômage partiel? C'est possible? Alors, c'est un cas, effectivement, j'ai vu la question. Ça dépend de quoi on parle. Tel que je le comprends, dans votre cas, le contrat annualisé dont il parle, c'est en fait un contrat entre la personne et la société qui dit que pendant l'année, il s'engage à le faire travailler, etc. C'est pas pour autant un contrat de travail. Et donc, ce contrat qui dit qu'ils vont devoir travailler à ce moment-là se matérialise ensuite par des contrats relatifs à chacune des prestations qui sont faites. Dans ce cas-là, les heures qui sont en dehors de contrats qui ont été passés, enfin, qui sont des contrats de travail signés, sont sur le chômage classique. Et donc, chômage des intermittents avec le régime. Et vous savez qu'il y a eu une prorogation des droits qui a été annoncée, donc ils perdent pas de droit à ce titre-là. Pour les heures qui sont relatives à des contrats qui sont déjà signés, voire qui sont déjà en cours d'exécution, par exemple, si vous étiez en train de tourner un film et que vous avez une personne qui avait un contrat sur plusieurs mois, eh bien, ils sont éligibles à l'activité partielle. Ok. Et là, je crois que c'est... Je pense qu'il y a peut-être une confusion sur les intermittents et les intermittents du spectacle. Je ne crois pas que ce soit les intermittents du spectacle qui soient visés là. C'est les contrats qui sont prévus avec des périodes d'activité dans l'année et des périodes travaillées et des périodes chômées. Et en fait, je crois avoir vu dans la circulaire précédente que seules les activités travaillées étaient éligibles à l'activité partielle. Oui. C'est ça. Si c'est un CDI intermittent, si le sujet est sur un CDI intermittent et non pas sur une société qui emploie des intermittents, oui. Ok. Alors, la question suivante intéresse beaucoup mes confrères. Quid de la prise en charge de l'activité partielle pour un mandataire social qui ne cumule pas, évidemment, son mandat social avec un contrat de travail? On a eu des réponses de la DGE qui nous disent que c'est possible pour les gérants minoritaires de SARL et les présidents de SAS. Est-ce que c'est confirmé? On va voir. On est censé avoir un texte dans quelques jours là-dessus, mais à ce stade, ma compréhension, c'est que le texte va étendre le bénéfice de l'activité partielle à certaines catégories de salariés qui n'ont pas le temps de travail décompté en heures, du genre les cadres dirigeants, par exemple, mais que pour autant, les mandataires sociaux, eux, restent en dehors du cadre de l'activité partielle et ils sont éligibles au fonds de solidarité. Pas tous. Ce ne sont pas des salariés. C'est pas parce qu'ils cotisent au régime général de la sécurité sociale que ce sont des salariés au regard du droit du travail. Et pour l'instant, l'activité partielle, elle ne vise que les salariés. J'entends. C'était mon premier réflexe. Maintenant, j'ai un mail de la DGE qui me dit qu'il est possible de mettre en place. Voilà, il m'a été transmis par un confrère qui m'a dit regarde, j'ai une super réponse. Je dis ouais, c'est super, mais quand même, ça m'interpelle. J'arrive pas à en avoir la confirmation. Donc, je sais pas si je peux dire à mes confrères qu'ils demandent de l'activité partielle sur la base de ce mail. Voilà. Moi, j'attends le texte, mais je veux bien le mail si vous voulez.
Je vais demander à mon confrère s'il est OK et je vais peut-être vous le faire suivre. Alors, alors, deuxième question sur les mandataires sociaux. Donc là, on reste dans l'expectative. Sur la plateforme d'activité partielle, il est demandé le nombre de salariés. Est-ce qu'il faut qu'on inclue les mandataires sociaux ou est-ce qu'on ne compte évidemment que les effectifs et un contrat de travail? Que ceux qui sont de toute façon éligibles à l'activité partielle. D'accord, donc on ne compte pas les mandataires sociaux. La question suivante, on a une société qui bénéficie d'une autorisation de chômage partiel de la directe et qui souhaite maintenir le salaire salarié, on l'a vu. Est-ce que tous les salariés doivent-ils être maintenus ou est-ce qu'il est possible de maintenir le salaire que pour certains d'entre eux? Je m'étais posé la même question et j'ai pas de réponse définitive à ce stade, mais je comprends que c'est discrétionnaire, faites ce que vous voulez. Maître? Ah oui, pour moi, il y a une inégalité de traitement, ou alors il faudrait pouvoir justifier l'inégalité de traitement par des raisons objectives, mais ça va être compliqué. Donc, a priori, c'est pas une bonne idée, quoi, de dire qu'on maintient à qui on... Non. D'accord. Non. Donc, on ne sait pas recommander, mais a priori, ça ne serait pas interdit. C'est pas ce qui l'empêche. Ok. Alors, grosse question. Est-ce que la demande d'indemnisation va passer par la DSN ou est-ce qu'il va falloir qu'on ressaisisse toutes ces demandes dans un espace dédié? Sur le site de l'activité partielle. Ça n'a pas changé. Donc, il y a une ressaisie à faire. Oui. On ne peut pas récupérer les variables de la DSN. Non. Et même à avril, ça sera le même cas? Ça a toujours été le cas à ce stade, donc il n'y a pas d'évolution prévue sur ce point. Oui, mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a un peu plus de demandes qu'avant, donc ça c'est un peu plus de travail pour tout le monde. Vous avez peut-être remarqué qu'on a un peu plus de sujets à traiter de notre côté du coup aussi. D'accord. Mais ce qui m'a interpellé... C'est intéressant d'ailleurs, vous voyez d'un coup comme quoi les évolutions peuvent intéresser des professionnels qui s'étonnent que tout soit pas encore prêt. C'est étonnant, hein. Vos fichiers sont pas prêts non plus, je suis très surpris. Non, mais en fait, on a tous fait beaucoup d'efforts pour passer à la DSN et on se dit que maintenant qu'on a un outil fabuleux pour pouvoir transmettre l'ensemble des données sociales nominatives, c'est le moment d'utiliser. La question qui se pose est aussi un moyen de lutter contre la fraude. L'intérêt de la DSN, c'est qu'on est à peu près certain que pour le coup, on va pas avoir des demandes de sociétés fictives qui vont demander des remboursements qui n'existent pas. On est informé du sujet, je vous rassure, mais à ce stade, la réponse reste la même pour autant. D'accord. Bon, mon conseil, c'est de faire un effort sur la DSN. Je pense que vous ne devriez pas le regretter. Alors après, la question suivante, c'est sur le HR, les amis hôtels, cafés, restaurants. Il paraît qu'ils ont obtenu, eux, la possibilité de continuer à bosser sur 39 heures. C'est ce qu'on a lu. Nos amis du Synorcas répondent là-dessus, GNI, ils ont changé de nom, se répondent là-dessus depuis effectivement quelques jours. J'ai rien vu passer à ce sujet. D'accord, donc c'est une fake news. En tout cas, ils ne bénéficient pas d'heures d'équivalence, hein. La convention HCR prévoit que la durée collective, elle est de 39 heures, donc 35 heures plus 4 heures supplémentaires, mais ce n'est pas une durée d'équivalence. Donc, toutes les dispositions relatives aux durées d'équivalence ne semblent pas s'appliquer au HCR. Vraiment, on essaie de sortir pas mal de documentation, à la fois sur le site de la DGE, mais aussi sur celui du ministère du Travail, donc à la DGEFP, etc., qui pose les différents cas spécifiques, etc. On a quelques organisations professionnelles qui aiment à penser que leurs volontés sont devenues des décisions et qui essayent, en répondant les choses, de faire qu'en sorte à la fin, ce sera comme ça que ça se fera. C'est pas exactement les orientations qui sont retenues, donc je vous invite vraiment à vous référer aux éléments officiels là-dessus. Alors, la question d'après est de savoir si l'écrêtement de CSG-CRDS est applicable pour un temps partiel. Vous savez qu'on a des taux qui dépendent en fait de... Voilà. La réponse est oui, puisque les textes ont été modifiés. Auparavant, il y avait une subtilité qui faisait que l'écrêtement CSG-CRDS était applicable, dans les textes, c'était marqué que c'était pour les temps pleins. Et il y avait une question qui se posait chez les professionnels de savoir si on avait en fait également sur la base horaire du SMIC ou si c'était uniquement sur une base mensuelle. Le texte l'a clarifié, c'est également quand on est à temps partiel. Donc normalement, il n'y a pas de sujet puisque vu qu'on est sur une base à 8,03 de l'heure au minimum, de toute façon, le sujet de l'écrêtement se pose plus. Ok. Question suivante. Est-ce que la prime d'ancienneté doit être maintenue? Non. On a déjà répondu à cette question, hein, elle est comprise. Oui. On a déjà répondu à cette question, hein, on l'intègre évidemment dans le calcul.
Est-ce que le dirigeant peut percevoir un salaire lorsque ses excusez-moi, salariés sont en... je vous Voilà. avais quitté, j'ai presque cru que ça allait marcher jusqu'au bout, mais ça m'a rattrapé Alors, quand même. C'est un alors, peu comme le site de euh, l'activité partielle, vous voyez, de temps en temps ça plante, il faut s'y remettre, mais une fois on finit par y arriver. l'essentiel, c'est de revenir. Donc voilà, Alors, peut-il est-ce que le percevoir un dirigeant peut salaire percevoir un peut-il être salaire? quelconque? Oui, Alors, on a eu cette question, évidemment, à oui, l'évidence, il n'y a pas de Mais, problème. oui, pas de ben oui, problème. mais pourquoi? Après, d'un autre côté, Pourquoi pas? vu qu'en mesure de solidarité, comme l'a dit Gérald Darmanin, le but du jeu est que les entreprises qui ont les moyens de porter leurs salariés, qui peuvent continuer à travailler, voire même qui peuvent continuer à porter leurs salariés, même s'ils ne travaillent pas, puissent le faire. Si un dirigeant a les moyens de se payer lui-même, et notamment de manière assez large, il peut peut-être penser à rémunérer aussi ses salariés. Comme vous l'avez vu, y compris les grandes entreprises qui ont pris la décision de porter leurs salariés à 100%. Oui, bien Oui, sûr. c'est Chanel, Hermès, c'est quand même pas les entreprises, les petites PME qui sont Voilà. concernées par ce type de mesures. Oh, comme vous faites aussi les Mais comptes des entreprises, vous savez qu'il n'y a pas que les grands qui vont bien. non, 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 mais le problème, c'est que beaucoup de dirigeants ont besoin de maintenir leur rémunération pour pouvoir vivre Oui, bien sûr. et ils peuvent pas s'en passer. Alors, comment on procède à la détermination du taux horaire des apprentis pour les contrats de professionnalisation? On a un taux minimal de 8,08. Est-ce qu'il s'applique à eux? Alors, c'est Mais on là, a là, connaissance je sur croyais que 8,08 et 8,03. Et la réponse est très simple, c'est qu'ils touchent le montant qui est prévu dans leur contrat. Si c'est inférieur au SMIC, c'est le oui, montant qui est dans leur contrat. Ok. c'est l'ordonnance Est-ce qu'il est possible? qui a prévu cette obligation. Ok, donc 8,03 et pas 8,08, ça on va corriger et Ouais. on est ok. Ok. Est-ce qu'il est possible de mettre un salarié en activité partielle pour 50% et en télétravail pour 50%? Alors, c'est pas la question qui est affichée là, mais la Ah réponse est non, oui. pardon, c'est moi. Euh, J'ai sauté une question. alors, J'ai vous voulez sauté qu'on une réponde à question. laquelle, du coup? Alors, sur Alors celle-là, c'est allez-y, une très bonne, celle-là, sur l'apprenti. alors celle-là, c'est une très bonne question. Je m'étais posé la même question et j'ai pas vraiment la réponse. Parce que c'est un peu, tout le monde se renvoie la balle là-dessus et j'espère avoir une réponse dans les prochains jours. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des CFA qui ont des problèmes pour être ouverts liés à l'interdiction d'ouverture des centres de formation, mais qui sont invités à pouvoir faire de la formation à distance. Et donc, dans le cas où ils font de la formation à distance, ils continuent à faire ça. Dans le cas où les CFA ne peuvent pas faire de la formation à distance, il a été dit qu'ils étaient invités à envoyer les personnes concernées dans les entreprises pour avoir une période allongée et que les heures seraient ensuite rattrapées dans le futur en ayant plus d'heures en formation que d'heures en entreprise. Donc, si on était dans ce cas-là, ça veut dire que potentiellement, ils ont en fait plus d'heures en entreprise qu'ils pourraient mettre en activité partielle que de cas dans l'autre sens. Dans le cas où une boîte peut pas travailler, ça pose la question quand même, au-delà des heures qui sont réalisées par les apprentis ou les alternants, de la réalisation effective de la période professionnelle attendue, dans la mesure où ils sont en activité partielle sur une partie de cette période. Donc c'est un sujet qui est en fait très compliqué et sur lequel j'ai pas de réponse. Ce qu'on sait, c'est que sur la partie pendant laquelle ils sont censés être en entreprise, ils sont éligibles à la paie et pour le montant qui est dans leur contrat. Pour l'ajustement des périodes le reste du temps, je sais pas, j'ai pas la réponse à ce stade, mais j'ai déjà remonté la question il y a déjà plusieurs jours. Ok. Alors, question suivante, celle-ci. Est-ce qu'on peut mettre un salarié en activité partielle pour 50% et en télétravail? Pour 50%. Ou deux tiers, un Alors, tiers, ou... alors oui, mais confère ce que j'ai dit tout à l'heure. Premièrement, si on est sur des tâches qui sont télétravaillables, il faut que l'entreprise justifie de pourquoi est-ce qu'on peut pas être à 100% télétravail. Et deuxièmement, le fait d'avoir un salarié qu'on va mettre en télétravail ne veut pas dire que c'est à la louche au doigt mouillé. C'est pas tiens ce mois-ci t'es en télétravail 50% du temps et puis on verra, je te mettrai en appel le reste du temps. C'est pas ça. C'est à l'employeur de dire par exemple tu travailles lundi, mardi et t'es en activité partielle mercredi, jeudi, vendredi. Ce qui veut dire que le salarié est censé télétravailler effectivement 2 jours et ne pas travailler, ne pas être à la disposition de l'entreprise pendant les 3 jours restants. Ou tu travailles tous les matins et tu es en activité partielle tous les après-midi, enfin, ils font comme ils veulent, mais il faut D'accord. que le salarié soit réellement au courant de la période sur laquelle il est censé télétravailler, et quelle période il est en activité partielle. D'accord, c'est très clair et, Pour info, on a eu des petits on a malins, le ouais, bon on a modèle. déjà des signalements de petits malins, de gens qui disent ah, en fait, vous êtes en télétravail, mais pendant cette période-là, n'utilisez pas les outils numériques de l'entreprise. Si vous pouvez prendre vos boîtes perso, c'est vachement mieux, etc. Donc, on pensera à eux très prochainement. D'accord.
Alors, question suivante. Pour les entreprises dont le lundi de Pâques est normalement chômé et qui sont en activité partielle sur cette période, comment on traite Est-ce qu'on fait un bulletin de salaire juste pour une journée? Alors, normalement, pour le lundi de Pâques, ça pose pas trop de problème puisque ça doit être un jour férié. Donc, s'il est en tant que férié, je pense que le jour va poser surtout pour la Pentecôte, c'est-à-dire pour le jour de la journée de Ouais. solidarité. Donc, pour la journée de Alors, ça solidarité, dépend. c'est relativement simple parce que, mais après, quel que soit le jour qui a été choisi, en tout cas, il faut juste être sûr qu'on parle de la même chose. Un jour qui est férié, normalement, on est bon. Ça peut pas être une activité partielle puisque par nature il est férié. Par contre, un jour qui compte autour de la journée de solidarité, c'est compté comme une journée de congé. Donc il faut que votre salarié touche sa rémunération pour la journée de congé et le reste du temps il soit en activité partielle. Ok. Question suivante sur les mutuelles et la prévoyance. Mutuelle, prévoyance, tout ça, oui. On a fait des demandes pour pouvoir avoir un report également des cotisations pour la partie prévoyance. Alors pour la partie mutuelle, de toute façon, vous êtes sur un contrat spécifique avec un assureur, il n'y a aucune raison que ce soit différé. Pour la partie prévoyance, on a fait la demande, mais j'ai pas encore vu passer la réponse, de voir si on pouvait aussi décaler ces cotisations-là et pas uniquement celles qui étaient dues à l'URSSAF. Donc c'est probable, mais c'est pas sûr. Ok, alors nous on a comme information que les caisses de retraite ont accepté pour la plupart d'entre elles effectivement le décalage des cotisations. Par contre, Ouais. on ne recommande pas nécessairement le décalage des cotisations de prévoyance sans examiner au préalable les contrats de prévoyance, parce qu'il ne faudrait pas que les garanties soient remises en cause par les temps qui courent. Ça serait un vrai sujet pour les entreprises qui se retrouveraient sans prévoyance pour leurs collaborateurs. Donc avant de ne pas payer la prévoyance, il faut bien regarder le contrat pour s'assurer si le non-paiement entraîne une suspension des garanties pour les collaborateurs. Voilà l'avertissement. Et c'est pareil sur les sujets mutuels. Hein. C'est qu'on a eu des boîtes qui ont voulu, et pareil pour les autres contrats d'assurance, mais qui ont dit bon bah ça passe dans le truc global. Sauf que derrière, ça pose la question de savoir s'ils sont couverts. Donc bon. Si vous avez un vrai sujet, encore une fois, la solution pour la trésorerie, c'est le prêt garanti par l'État ou le renforcement de trésorerie garanti BPI. Pour pouvoir, enfin, bien sûr. Même si effectivement, c'est pas le sujet du jour, si vous me permettez, l'idée vraiment qui a été discutée, c'est que l'État met en place tous les éléments de trésorerie pour que vous puissiez payer vos salariés et payer vos fournisseurs. L'objectif est que la chaîne du crédit interentreprise s'arrête pas et que les gens soient payés pour qu'ils puissent payer l'ensemble de leurs dépenses de vie courante et permettre que le pays redémarre modulo ce sujet de trésorerie à côté. Si jamais on commence à avoir des gens qui sont pas payés, qui peuvent plus payer leur loyer, etc., et puis des entreprises fournisseurs qui sont pas payés aussi, on va avoir un énorme problème économique qui sera beaucoup plus compliqué à gérer. Donc voilà, essayez dans toute la mesure du possible d'assurer l'ensemble de ces paiements, quitte à faire appel aux prêts garantis par l'État, c'est fait pour ça. On est d'accord. Cette logique est très clairement comprise par tous. Dernière question. Comment on fait pour un cas particulier, l'entreprise étrangère qui n'a pas d'établissement stable en France, mais qui a un salarié? Est-ce qu'elle peut bénéficier du dispositif de chômage partiel? Ça va vous plaire, ça aussi, ça dépend. Avant, la réponse était non, c'était vachement plus simple. Maintenant, ça dépend. Si vous avez un salarié qui est sur un contrat de droit français, qui travaille en France et qui paye ses cotisations, notamment chômage, en France, il est éligible. C'est-à-dire notamment que si vous avez des salariés qui sont sur un contrat de droit français, mais avec une convention de réciprocité qui fait que les cotisations sont payées dans un pays étranger, il n'est pas éligible. D'accord. Donc celui-là, ça marche. On n'a qu'un seul sujet, c'est que vu que ces entreprises-là n'ont pas de SIRET en France, on ne sait pas encore comment est-ce que ça va pouvoir être déclarable sur la plateforme. On a déjà posé la question, on n'a pas encore la réponse. D'accord. Donc le principe c'est oui, mais la mise en œuvre, ça va attendre un peu. C'est ça. Enfin, okay. C'est oui s'ils payent les cotisations chômage en France. Il y a les deux cas. Hein. D'accord, c'est clair. Xavier Raé, merci. Mélanie, merci beaucoup. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur toutes les questions qui concernaient la directe. On regarde l'activité partielle. On va faire d'autres émissions sur les autres sujets, le prêt garanti par l'État, comment on négocie avec un banquier, quelles sont les conditions d'éligibilité, la prime de 1 500 € qui intéresse beaucoup les petites entreprises et beaucoup de questions de la part des confrères, mais là aussi.
Ouais, j'ai bien noté. On a retenu que c'était 1500 forfaitaires, c'est pas forfaitaire. Non, c'est 1500 maximum selon la baisse de chiffre d'affaires. Il y a un paquet de conditions qui se rajoutent. Mais ce qui n'est pas sans poser beaucoup de difficultés pour les experts comptables, parce que tous les clients viennent voir et disent pourquoi j'ai pas vu 1500 balles? Ah, mais parce que t'as pas vu le petit alinéa du renvoi du machin qui dit que tu n'as pas droit parce que tu as fait plus de 60 000 euros de bénéfices, parce que tu as eu machin. Bon, on a aussi plein de questions sur le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il faut prendre le chiffre d'affaires facturé, encaissé? Ça veut dire quoi le chiffre d'affaires? Comptable, en BNC, c'est les encaissements. Il n'y a pas de compta. Une société, c'est pas simple. Est-ce qu'on tient compte des encours? Il y a tout un tas de questions qui se posent. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Je vous ferai une petite liste. Et puis, comme ça, on essaiera de voir s'il y a un intérêt à essayer d'y répondre d'ici la semaine prochaine pour essayer d'accompagner autant que possible l'ensemble des experts comptables sur toutes ces questions. Voilà. Merci à tous les deux de votre temps et de votre disponibilité. Merci à vous. Vous avez beaucoup de travail et donc à très bientôt et donc au revoir à tous. Juste un point, si vous avez des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous écrire. Donc il y a la boîte dont je vous ai donné l'adresse tout à l'heure, idf.continuité-eco@direct.gouv.fr. Il y a également le service qui est à votre disposition, donc 01 70 96 14 15. Je répète 01 70 96 14. Ouais. Je vais le mettre là comme ça. Attends, je vous le mets à votre collègue pour qu'il puisse le mettre. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse effectivement de la boîte fonctionnelle de continuité économique. Vous avez le numéro de téléphone aussi qui s'affiche. Alors, nous, pour info, on est l'équipe qui s'occupe normalement des sujets économiques et pas des sujets emploi. Donc là, on s'est mis avec beaucoup d'ardeur au sujet emploi pour répondre à toutes ces questions-là, mais normalement, c'est pas vraiment dans notre champ de compétences. Donc notre sujet, c'est plutôt sur les boîtes qui peuvent avoir des sujets d'approvisionnement, de financement, de rupture de chaîne, d'entreprises en difficulté, d'autorisation, choses comme ça. Mais on répond également sur les sujets d'éligibilité et autres à l'activité partielle. Super, merci à tous, merci Mélanie, merci Xavier, et puis à une prochaine fois, j'espère.